Événement de lancement de l'initiative Tech de Power. On va parler des jeunes filles et de la tech et casser les stéréotypes ensemble. Une belle initiative, vous allez l'entendre, portée par de nombreux acteurs, 3 entreprises en particulier. On va entendre les responsables de ces entreprises nous parler de leur engagement. On va avoir ensuite 2 tables rondes pour parler d'éducation, de formation, d'actions très concrètes. Et on va commencer avec un secrétaire d'État et une ministre. Je crois que vous avez un agenda de ministre. Madame Moreno, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je précise que vous êtes ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Je crois que c'est tout à fait notre sujet aujourd'hui. Et je voudrais rentrer tout de suite finalement dans le cœur de ce sujet. Il y a très peu de femmes dans la tech, c'est particulièrement inégalitaire comme milieu professionnel. Ce n'est pas le seul, mais pour un milieu qui porte aussi quelque chose de l'ordre de la modernité, de l'espoir du monde contemporain, ça peut être surprenant. Qu'est-ce que ces inégalités vous inspirent ? Bien, écoutez, Louise, d'abord, je vous remercie pour votre question parce qu'elle va me permettre de dire beaucoup de choses sur ce sujet qui me tient très à cœur, non seulement en tant que ministre à l'égalité entre les femmes et les hommes, mais également ministre en charge de l'égalité des chances. Et je voudrais tout d'abord commencer par saluer Cédric O et tous les sponsors du programme, que ce soit Olivier Laouché, Solveig Honoré-Hatton et puis Véronique Crouzier. Et évidemment, toutes les personnalités que vous avez réussi à réunir pour cette belle émission. Et je suis évidemment heureuse de participer avec vous tous au lancement du programme Tech the Power. C'est un programme dont l'ambition est justement de libérer les jeunes filles des stéréotypes qui censurent leur talent et leur ambition par rapport au métier de la tech. Et ce que votre question m'inspire, chère Louise, eh bien, c'est que le secteur du numérique va créer 1/3 des emplois en France dans les 5 années à venir et qu'il me semble simplement inenvisageable que les femmes se retrouvent exclues de ces opportunités. Et si on regarde les chiffres, il y a aujourd'hui moins de 30% de femmes salariées dans le monde du numérique et on les trouve plutôt dans les fonctions support. Et puis quand vous regardez du côté de l'entrepreneuriat, eh bien, dans les chiffres de la French Tech, on n'a que 12,5% des startups qui sont créées par des femmes et elles ont 30% de chances de moins que les hommes d'obtenir un financement. Donc, il nous faut absolument regarder les causes fondamentales de ce déséquilibre. Et la première, eh bien, c'est de rechercher du côté de la construction des stéréotypes, des préjugés, des biais, tout au long du parcours de la vie des femmes, que ce soit quand elles sont toutes petites, quand on va leur dire que certains métiers sont faits pour elles et d'autres pas. Et donc, il faut commencer dès le collège, dans les stages de 3e, à envoyer les jeunes filles dans des entreprises qui sont dans les technologies, qui utilisent le numérique, parce que le numérique est aujourd'hui partout dans toute la société. Et après, au lycée, parce qu'on sait qu'on a 20% de moins de filles qui choisissent les filières du numérique. Et puis après, quand elles sont dans les études scientifiques, les fameuses STEM, eh bien, elles ne représentent que 25% des effectifs en France, pas seulement, aussi dans l'Union européenne. Donc, nous devons absolument refuser l'assignation de genre à telle ou telle formation, dire qu'une fille peut faire tel ou tel job, c'est pas vrai. Et j'en suis l'exemple vivant et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et je crois qu'il faut absolument intégrer une fois pour toutes que le talent n'a pas de genre. Il faut casser les stéréotypes et ça commence évidemment dans l'éducation. Mais puisque vous parliez de votre parcours, Elisabeth Moreno, que vous a-t-il inspiré ce parcours dans l'entreprise et dans la tech ? Comment on voit ça vu de l'intérieur, ces inégalités ? Et on sait que ça inspire votre action militante et puis politique. Vous avez raison. En fait, je crois que ce qui freine aujourd'hui, en vérité, c'est que la plupart des jeunes filles voient la tech comme un monde très masculin, et c'est vrai, et tant qu'on le laissera aux hommes, eh ben, il restera très masculin. On voit ça encore, on imagine encore le geek dans sa cave ou dans son garage entouré de fils dans tous les sens qui mange des chips toute la journée. Je peux vous dire que la tech, c'est bien différent de ça. La tech aujourd'hui, elle est dans nos maisons, elle est dans l'école, elle est dans les lieux professionnels, elle est dans la communication, elle est dans le loisir, et je voudrais
voudrais dire aux jeunes filles qui doutent encore, eh bien qu'elles ont leur place dans ce secteur. Et vous l'avez précisé, moi j'ai effectué l'essentiel de ma carrière dans un monde très masculin, après avoir fait de l'entrepreneuriat, et j'ai réussi à m'y imposer en grimpant l'échelle de la hiérarchie, dans les échelles de la hiérarchie, et en devenant patronne de Lenovo en France, et puis après en dirigeant HP Afrique, tout en restant femme, tout en restant mère. Et la raison pour laquelle je le précise, c'est que les jeunes filles que j'ai pu mentorer et qui me disaient mais j'ai pas envie de rentrer dans la tech parce que je veux pas faire le sacrifice de ma vie personnelle, je veux avoir une famille, etc. Moi, je n'ai pas fait le sacrifice de ma famille. Peut-être que j'ai moins vu mes enfants de temps en temps, que j'ai participé à moins de compétitions de sport, etc. Mais c'est important que vous soyez épanouis si vous voulez rendre votre famille épanouie. Et pour répondre plus précisément à votre question sur ce qui aurait pu me freiner, alors, il y a plein de choses. Je pense notamment au fait d'être une femme, au fait d'être noire, au fait de ne pas avoir fait des études d'ingénieur, ou encore au fait d'être issue d'un milieu modeste. Si vous voulez que je continue, j'ai encore une grande liste. Mais en fait, je vais plutôt vous parler de ce qui m'a permis d'y arriver. Parce que ce qui m'a permis d'avancer dans la vie, en fait, c'est toujours d'avoir garder un regard positif sur les choses et de me dire que tant que j'étais en vie, eh ben, je peux encore changer les choses et je peux sortir de l'enfermement dans lequel, on va dire, du déterminisme social et déterminisme genré dans lequel j'étais enfermée. Et il y a trois choses en vérité qui m'ont permis de tailler ma route, si je puis dire, dans un écosystème plutôt dominé par des hommes. Eh ben, d'abord, les études et je suis quelqu'un de très curieux et j'ai une grande volonté d'apprendre et elle me poursuit encore aujourd'hui que je suis ministre, je continue d'apprendre et de découvrir. La deuxième chose, et c'est un élément clé, bah, c'est le travail. J'ai dû travailler d'arrache-pied, j'ai dû me battre pour faire la différence, pour qu'on ne me fasse pas de procès d'incompétence. Mais je ne connais pas d'autre solution finalement que d'être là, de faire de votre mieux pour donner, pour apporter de la valeur là où vous êtes. Et la bonne nouvelle, c'est que quand vous travaillez, quand vous vous battez, eh ben vous arrivez à vous passionner et vous arrivez à passionner les autres. Et puis enfin, et c'est un élément important, c'est la relation que j'ai construite avec un réseau de personnes tout à fait bienveillantes qui ont été des mentors dans la phase d'accélération de ma carrière. Parce qu'il faut savoir que dans la vie, on ne réussit jamais, jamais, jamais seul. Et vous savez, quand vous osez demander, quand vous osez poser la question, vous trouverez toujours quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de positif, quelqu'un qui a envie que vous réussissiez, parfois même qui pense que vous réussirez plus que vous ne l'imaginez. Et ça donne une énergie et une impulsion extraordinaire. Ça, c'est évidemment très porteur. En éducation, on parle de prophétie autoréalisatrice. Il faut y croire, il faut que des gens y croient pour nous. Il faut aussi des modèles. Alors, vous pouvez être aujourd'hui, Elisabeth Moreno, un modèle. En avez-vous eu? À quel point considérez-vous que c'est important d'avoir des femmes qui soient des rôles modèles? Je pense que c'est très important et c'est la raison pour laquelle cette année, le 8 mars, j'ai décidé de lancer une campagne des 1000 possibles où j'ai demandé à des femmes qui étaient des héroïnes du quotidien, connues ou moins connues, de partager leur expérience justement pour montrer que c'est possible et que quand on nous dit c'est pas fait pour toi, mais pour qui tu te prends, tu y arriveras jamais, eh ben c'est une raison supplémentaire de se battre pour y arriver. Et quand vous êtes une jeune fille ou une jeune femme, l'exemple des rôles modèles vous permet de vous dire justement que si d'autres y sont arrivés avant vous, eh ben c'est possible parce qu'elles ouvrent les portes de ce qu'on vous indique comme étant impossible. Et le rôle des modèles est évidemment fondamental pour casser les stéréotypes qui conduisent fatalement à l'autocensure des filles et qui souvent brisent leurs rêves. Et moi, j'ai été évidemment inspirée par de très nombreuses femmes dans ma carrière, mais à commencer par ma mère qui est une guerrière dans l'âme, mais j'ai surtout aussi été inspirée par des femmes qui portaient des valeurs, pas seulement des valeurs professionnelles de compétitivité, de performance comme on peut le voir dans le monde de l'entreprise, mais des valeurs humaines. Et je pense notamment à Simone Veil ou à Gisèle Halimi, qui sont les deux plus ardentes combattantes du droit des femmes que je connaisse en France. Mais il y a aussi une femme qui m'a vraiment transportée quand je suis arrivée en France à l'âge de 7 ans et que je ne savais pas parler la langue, que je ne connaissais pas les gens, que personne ne me ressemblait, que j'étais complètement perdue.
eh bien, mon institutrice de CP m'a montré le chemin. Elle a passé du temps pour m'aider à faire mes devoirs. Elle a passé du temps pour me donner confiance en moi et elle m'a donné l'amour des études. Et c'est aussi grâce à elle que je suis aujourd'hui la femme que je suis devenue. Et je vous remercie de dire qu'il y a beaucoup de modèles de réussite différents et que ça passe pas forcément par quelque chose de très éclatant socialement. Dernière question, et on n'a plus tellement de temps, mais c'est, je crois, très important. La politique peut faire beaucoup. Est-ce qu'elle s'empare suffisamment de cette question? La politique peut faire beaucoup, mais elle ne peut pas faire tout toute seule. Et moi, je crois profondément au triptyque de l'action publique, des associations et des entreprises. Et le lancement de votre programme en est un très bel exemple. Et je voudrais mentionner deux autres exemples de l'action publique qui me semblent tout à fait pertinents par rapport à votre question. D'abord, c'est la lutte contre les stéréotypes au travers de l'éducation. Vous le savez déjà, mais je veux le renforcer. Vous pouvez évidemment compter sur tout l'appui de Cédric O, qui, je sais, se bat notamment au travers de French Tech Tremplin. Vous pouvez compter sur le travail que fait Jean-Michel Blanquer sur ce sujet, parce que comme vous, nous pensons que c'est au niveau des études et de l'éducation que tout commence. Et puis ensuite, on a l'opération Un jeune, un mentor, qui a été lancée par le président de la République et qui a pour ambition de mettre en relation 100 000 jeunes avec 100 000 mentors d'ici la fin de l'année. Et cette initiative s'adresse à tous nos jeunes, aussi bien les filles que les garçons, au travers d'un partenariat avec les associations et les entreprises. Donc ça vous donne une idée concrète et pratique de ce que nous faisons au niveau des politiques publiques. Et moi, en travaillant sur l'égalité des chances, eh bien, c'est d'aller à la rencontre des femmes, de leur montrer d'autres femmes qui réussissent, de voir où sont les barrières qu'elles rencontrent et leur parler de toutes les solutions qui existent pour qu'elles puissent y arriver. Merci beaucoup, Elisabeth Moreno. Je pense que le message passe parfaitement. Voilà. Merci à vous, Louise Touret. Ça a été un plaisir. Une excellente journée. Merci. Et vous avez pratiquement fait la transition en parlant de Cédric O, qui est secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Je le salue sans plus tarder. Est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour, oui, je vous vois. Là, vous devez m'entendre maintenant. Oui, alors c'est toujours le même souci d'allumer bien son micro. On est tous en train de le vivre avec nos diverses réunions Zoom et autres à distance. Sans plus tarder, et avant que des spectateurs puissent nous poser leurs questions, car on peut aujourd'hui poser des questions aux intervenants et je les transmettrai, je voudrais tout de suite aborder la question de l'avenir de la tech française et du rôle que les femmes vont y jouer, puisque les métiers vont beaucoup changer. C'est quelque chose qu'on nous dit tout le temps et qui se passe là devant nos yeux. Alors, est-ce que cet avenir peut être plus féminin? Est-ce que vous pouvez le voir? Vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous avez des éléments peut-être à nous donner sur ce sujet. D'abord, merci de m'inviter aujourd'hui. Alors, effectivement, je pense que si on regarde la question du numérique et de la tech dans sa globalité, c'est une transformation, une transition qui est en train de transformer l'ensemble de notre société, particulièrement le monde économique, qui est vrai d'ailleurs dans la tech, le monde de la tech lui-même, c'est-à-dire toutes ces entreprises du numérique qui sont extrêmement florissantes en France, mais dans l'ensemble de la société. Et d'ailleurs, on voit, et Elisabeth Moreno citait les chiffres tout à l'heure, à quel point le numérique va prendre une place importante dans notre société, que ce soit les entreprises du secteur du numérique ou le numérique plus globalement. Il prend d'ailleurs de la place en termes du poids économique de ces entreprises du numérique, mais également dans l'importance que prennent par exemple les algorithmes dans notre vie quotidienne. Et c'est pour cela que la question de la place de la femme est absolument essentielle lorsqu'on discute du sujet de la tech et de la transformation numérique, parce qu'à la fois, c'est un secteur qui va représenter de plus en plus d'emplois. Et donc, il est indispensable que les femmes puissent, de la même manière que les hommes, être employées par ce secteur, fonder des entreprises, être salariées du numérique, être codeuses, mais également dans la mesure où les algorithmes et le numérique prennent de plus en plus d'importance dans notre vie quotidienne, qu'il s'agisse de se soigner, qu'il s'agisse de recrutement, qu'il s'agisse d'attribution, par exemple, de parcours scolaire. Nous avons besoin qu'il y ait aussi des femmes qui codent parce qu'on s'est aperçu que
un homme qui code, ça ne code pas de la même manière qu'une femme qui code et que ça pouvait embarquer un certain nombre de stéréotypes masculins. C'est pour cela qu'il est absolument indispensable de travailler sur l'égalité femmes-hommes, en tout cas la promotion des femmes dans la tech. Il n'y en a encore pas du tout assez. Elisabeth Moreno citait encore là des chiffres. On le voit notamment à travers une initiative comme Sista, les chiffres commençaient à bouger, notamment sur le nombre de startups créées par des femmes. Il y a eu une petite augmentation entre l'année dernière et cette année, mais c'est un sujet sur lequel on veut vraiment insister parce que c'est absolument indispensable pour des raisons d'égalité, pour des raisons de performance aussi, parce que on sait, les entreprises les plus diverses sont les plus performantes. C'est une vraie question que je me suis posée en préparant cet événement. Est-ce que la diversité, ça rend plus créatif? Est-ce que ça permet d'accéder à des innovations auxquelles un seul groupe, les hommes, n'aurait pas pensé? Est-ce que vous avez des exemples qui peuvent nous faire envisager cet avenir et l'intérêt de la diversité pour l'avenir de la tech? Alors, je pense que, d'abord, toutes les études économiques montrent que les systèmes qui sont trop fermés sur eux-mêmes sont moins performants que les systèmes divers. Donc la question de la mixité femmes-hommes ou la question de la diversité plus largement, elle est absolument centrale pour des raisons de performance de l'écosystème. Et si on regarde la question d'ailleurs de la diversité, si on regarde ce qui se passe à l'international, on sait que la tech, en France, c'est le cas, mais c'est le cas aussi un peu ailleurs, est beaucoup trop encore un milieu de mâles blancs de moins de 40 ans, formés dans les très bonnes écoles, que ce soit les écoles françaises ou les écoles américaines. Mais quand on regarde les grandes entreprises du numérique américaines, on se rend compte qu'elles ont à leur tête des profils plus divers que ceux que nous avons en France. Si on prend le patron de Google, le patron de Microsoft, j'étais il y a quelques jours avec Lise Santoni, la numéro 2 de Cisco. Si on regarde les entrepreneurs, le couple d'entrepreneurs qui ont créé l'entreprise BioNTech, qui aujourd'hui est au cœur des sujets qui nous concernent, puisque c'est elle qui a trouvé, qui était la première à trouver un vaccin au Covid-19, on voit à quel point, par l'exemple, la diversité, en tout cas tout ce que la diversité peut apporter à notre société. Alors évidemment, il y a des exemples, mais être un exemple résout pas des situations très complexes. On reparle aujourd'hui de fracture numérique. Ça ne veut pas exactement dire la même chose qu'il y a 10 ou 15 ans, mais cette fracture existe, elle est sociale, elle est genrée. En quoi est-ce important d'en parler et d'agir vers le public des jeunes pour essayer de la combattre, de la réparer, cette fracture? Alors, il me semble qu'il faut faire 3 choses. D'abord, les exemples, c'est absolument indispensable. Elisabeth Moreno le disait tout à l'heure. Il faut que les petites filles, mais aussi les petits garçons, se projettent dans des modèles de réussite féminine dans la tech. Aujourd'hui, quand on pense à des modèles de réussite dans la tech, on pense à Bill Gates, à Mark Zuckerberg, à Tim Cook, à Steve Jobs, etc. Et on pense beaucoup à des hommes, alors qu'il y a des femmes qui ont beaucoup de succès dans le monde de la tech. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en France. On a besoin de mettre en avant des femmes comme Elisabeth Moreno, mais on en a aussi aux États-Unis, comme Sheryl Sandberg, comme Marissa Mayer. On en a en France comme Céline Lazorte, comme Fleur Pellerin, etc., etc. Donc il faut mettre en avant des modèles de réussite féminine. Le deuxième élément, et je crois que c'est là, Jean-Michel Blanquer en est conscient, il a un rôle absolument déterminant, c'est de très tôt d'éviter le genrage des orientations qui conduit les petits garçons à aller vers les métiers du numérique ou les métiers techniques en règle générale, et les petites filles à aller vers des métiers plus littéraires. Dans le cadre du plan d'évolution de l'éducation nationale vers l'éducation au code, mais plus globalement à l'éducation, à cette grammaire du numérique à l'école primaire, au collège et au lycée, nous avons prévu avec Jean-Michel Blanquer de faire en sorte de sensibiliser les professeurs à ces biais inconscients qu'ils peuvent avoir, parce que c'est très très tôt qu'on commence à voir des chemins un peu différents qui sont pris. Je pense que c'est absolument indispensable de travailler sur cette dimension d'éducation. Culturel à faire jouer, c'est-à-dire travailler avec les entreprises actuelles de la French Tech, et vous avez peut-être des initiatives précises en tête pour qu'elles portent elles aussi cette féminisation du milieu, même si au départ, ce n'est pas forcément leur culture.
Alors, c'est absolument indispensable, entre l'éducation et les rôles modèles, de travailler sur les biais que les uns et les autres peuvent avoir et de faire en sorte de promouvoir la place des femmes dans la tech. C'est pour ça que je suis très heureux de m'engager aujourd'hui auprès des entreprises qui portent l'initiative Take the Power. Je pense qu'il faut que les entreprises s'engagent. Nous, au sein de la French Tech, notamment au sein du Next 40 et du French Tech 120, on a demandé à ce qu'on appelle un impact board, c'est-à-dire quelques entrepreneurs qui sont particulièrement engagés sur le sujet, de nous faire des propositions d'engagement que nous demanderons aux entreprises du Next 40 et du French Tech 120 en matière de promotion de l'égalité femmes-hommes ou en matière de promotion de la diversité. On pense que c'est absolument indispensable. On pourra présenter ces propositions dans les semaines qui viennent. On a aussi beaucoup travaillé avec l'initiative Sista à travers le financement et l'action de la BPI que je veux saluer en la matière, pour faire en sorte d'abord de compter les femmes entrepreneurs, de compter le nombre de salariés femmes dans les entreprises qui sont financées et de pousser gentiment mais fermement les fonds d'investissement à aller vers cet objectif de déjà doubler la part de femmes dans les fondatrices d'entreprises, de passer de 12,5% aujourd'hui à 25% d'ici 2025, à 30% d'ici 2030. On doit faire en sorte de travailler sur l'amont, c'est-à-dire l'éducation, de travailler sur l'aval, les rôles modèles, mais aussi de faire en sorte que les entreprises de la tech s'engagent et fassent des efforts en interne. On l'a vu d'ailleurs, par exemple, dans l'éducation avec ce qu'a fait Sophie Vigier à 42, quand il y a une volonté très forte, là on parle de formation, d'augmenter la part des femmes. Aujourd'hui à 42, je crois que dans la dernière promotion, il y a 47% de femmes, donc ça montre que c'est possible. C'est un énorme changement pour une école telle que celle-là. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à instaurer des quotas? Vous avez dit qu'il fallait commencer par compter les femmes, essayer de voir ce que représente cette diversité. Est-ce que, comme en politique, des quotas seraient imaginables un jour? Alors, comme vous l'avez vu, il y a une discussion, notamment portée par une proposition de loi qui est portée par la députée Marie-Pierre Rixain pour instaurer des quotas à partir, je crois, des entreprises qui ont plus de 1000 salariés dans les 10% de femmes, les 10% pardon, de postes les plus à responsabilité. Je ne pense pas qu'on puisse faire une règle uniquement pour la tech. Je pense qu'on aurait d'ailleurs des problèmes de définition. À titre personnel, je suis plutôt pour qu'on ait des mesures très incitatives, voire contraignantes. Quel est le bon niveau? Comment on le fasse dans le temps? Je pense que cela peut être discuté, mais à titre personnel, je suis assez pour qu'on fasse passer un cap à notre économie. Ce qu'on a vu avec la loi Copé-Zimmermann, c'est que ça a quand même changé significativement les choses. Ce qu'on a vu dans le domaine du politique, par exemple sur l'élection des conseillers départementaux, c'est que les binômes femmes-hommes obligatoires ont permis de faire changer les choses. Donc à un moment, je pense qu'il faut aider la société à céder. Sinon, j'avais en tête que pour atteindre la parité dans le financement des femmes et des hommes dans le numérique, il faut attendre 2090, et on est à peu près tous d'accord pour dire qu'on ne va pas attendre 2090. C'est beaucoup trop long. Est-ce que vous pensez que le contexte de la pandémie, du Covid, nous a plongé dans des réflexions un peu différentes? Est-ce que ça peut faire bouger les choses aussi, parce que c'est un moment où, et vous le savez évidemment beaucoup mieux que moi, Cédric O, le numérique a pris une place encore plus importante dans les vies de tous les Français de tous âges? Alors, ce que je pense, c'est qu'effectivement, le Covid, en tout cas le confinement plus que le Covid, mais le confinement Oui. est une conséquence du Covid, a vraiment été un moment de révélation, a agi comme un révélateur. C'est-à-dire que le numérique, on s'est rendu compte, même si on en avait plus ou moins inconsciemment conscience, à quel point le numérique était une ligne de vie de notre vie en société, de notre économie. Tout est devenu numérique, s'éduquer, se soigner, travailler, se cultiver, garder le contact avec ses amis, etc., etc. Et donc, on voit bien d'abord à quel point on dépend des outils anglo-saxons pour se faire, et donc à quel point l'investissement dans le numérique est absolument indispensable, ce qui valide d'ailleurs expose la priorité donnée par ce gouvernement depuis extrêmement longtemps à ce secteur-là, mais aussi à quel point on a besoin de travailler sur la question des inégalités au cœur du numérique, d'abord les inégalités qu'il crée, mais aussi les inégalités au sein du numérique, que ce soit d'ailleurs des inégalités sociales, ça reste quand même très... j'allais dire genré socialement, mais aussi des inégalités femmes-hommes, qui sont une des inégalités majeures qui traversent aujourd'hui l'ensemble des écosystèmes numériques, d'ailleurs que ce soit en France ou à l'étranger. Je pense que la situation à l'étranger n'est pas meilleure que celle en France, mais en tout cas, voilà, ça a servi comme révélateur. Maintenant, il faut s'en saisir pour transformer les choses.
Oui, on peut avoir évidemment un regard croisé sur les inégalités des femmes issues de milieux populaires dans la tech. C'est très rare, donc on espère que ça va changer et c'est pour ça que cette initiative est née, ce n'est pas la seule. Est-ce que vous avez changé, Cédric O, avec les années, avec votre fonction au sein du gouvernement? Est-ce que votre regard sur la féminisation de la tech a changé et le regard des gens un peu comme vous, de votre génération, les hommes? C'est une très bonne question. Alors oui, je pense que la question, c'est intéressant, je reçois Fleur Pellerin et Mounir Majoubi demain sur Clubhouse, et c'est une question que je voulais leur poser sur la question de la féminisation. Je pense que le regard sur la tech a changé, mon regard sur la tech a changé. On est passé il y a 10 ans de quelque chose de fun, de cool, d'innovant, à un sujet beaucoup plus sociétal. Qui embarque d'ailleurs toutes ces problématiques sociétales, d'inégalité, de diversité, de féminisation. Maintenant, pour peut-être une autre manière de répondre, je trouve que dans la perception, en tout cas, de l'importance du sujet de la féminisation, il y a quand même un effet générationnel. Oui, la tech est majoritairement masculine, mais si vous prenez par exemple les entreprises qui sont engagées dans le cadre du Parental Act, qui est donc ces entreprises qui, avant que le gouvernement passe le congé paternité à 1 mois, ont décidé de financer sur leurs fonds propres le congé paternité des hommes à 1 mois, sans attendre la modification législative. Il y avait énormément de jeunes entrepreneurs, d'entrepreneurs femmes, mais aussi beaucoup d'entrepreneurs hommes. Et d'ailleurs, une des deux personnes qui était à la tête de cette initiative avec Céline Lazare, qui était Thibault Lantier, était un homme. Et donc, je trouve qu'il y a quand même, sur cette question de l'impact et sur cette question de la diversité, une question générationnelle. Les entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui, mais c'est vrai d'ailleurs, je pense, je l'espère pour le ministre aussi, n'ont plus la même vision que leurs aînés sur l'importance de ces sujets. C'est pas la première génération où on aura dit ça. On espère que cette fois, c'est la bonne. Dernière question, Cédric O. C'est une internaute qui nous la pose. On en a un petit peu parlé. Elle voulait revenir sur les quotas et peut-être avoir des éléments plus précis sur une future mise en place. Alors, je me permets de vous reposer la question si vous voulez prolonger un petit peu votre réponse pour Emma. Alors, sur les quotas, d'abord, il n'y a pas encore à ce stade de position officielle et précise du gouvernement français sur le sujet des quotas des femmes en entreprise, dans les fonctions de responsabilité. Donc, quand je m'exprime à titre individuel. Il y a une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale, qui doit être étudiée, alors je n'ai pas le calendrier en tête, mais dans les semaines qui viennent, par la députée Marie-Pierre Rixain, qui dit qu'il faut un nombre minimum de femmes avec un temps pour se mettre en règle dans les entreprises, dans les 10% des postes les plus à responsabilité pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Et donc, qui laisse un temps de mise, je n'ai pas exactement les déterminants en tête, mais qui laisse un temps de mise aux normes pour les entreprises. Donc, c'est une proposition de loi qui va être étudiée dans les semaines qui viennent et qui permettra d'affiner les choses, combien de temps, quel pourcentage, comment on fait progresser le pourcentage dans le temps. Mais c'est une proposition extrêmement concrète, de la même manière qu'à l'époque, on l'avait fait pour les conseils d'administration. Il me semble assez naturel et assez logique qu'on puisse le faire pour les postes à responsabilité. Voilà qui nous invite à suivre l'actualité parlementaire, Cédric O, et pourquoi pas. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci d'avoir parlé de toutes ces initiatives précises. Je vous souhaite une excellente journée. À vous aussi. On va faire une petite transition avant d'entendre nos speakers, nos partenaires, les partenaires de cette initiative Tech de Power, dont je dois préciser que j'adore le nom. Allez, transition. Est-ce que c'est parce que quand les filles sont petites, on les éduque à rester bien sagement à la maison, alors que les petits garçons peuvent aller courir, monter à l'arbre et tomber 3 fois? Je sais pas. Il y a beaucoup de raisons, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut casser ça.
tech de power, ça sonne vraiment super bien, les jeunes filles et la tech ensemble. Cassons les stéréotypes et ensemble, ce sont 3 entreprises. Je vais tout de suite vous saluer. Solveig Honoré-Hatton, Véronique Crouzier et Olivier Laouché. Vous êtes avec nous tous les 3 et on peut vous voir simultanément. Magie, évidemment, de ces rencontres télévisées, Internet. Moi, normalement, je fais de la radio. Je dois dire que j'ai beaucoup de plaisir à vous voir. On va commencer tout de suite par expliquer pourquoi, en fait, aujourd'hui, des entreprises s'engagent et comment elles le font. Surtout, je crois que c'est le plus intéressant. Solveig Honoré-Hatton, je commence avec vous. Vous êtes directrice générale de Mastercard France. Vous, donc, représentez une entreprise qui s'engage pour une tech plus inclusive. Alors, qu'est-ce que ça signifie comme engagement concrètement ? Oui, bonjour à tous. Merci Louise. Alors, Mastercard, déjà, je vais rappeler pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est vraiment une entreprise tech dans l'industrie des moyens de paiement. Donc, on utilise les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, ou aussi la biométrie pour offrir finalement des expériences de paiement aux citoyens et aux entreprises les plus sécurisées possibles, les plus fluides, les plus rapides. Donc, la tech, on connaît. Et on est dans une industrie hyper compétitive. Et comme le disait Cédric O, quand on doit innover, quand on veut innover avec succès, il nous faut un maximum de profils les plus variés possibles, les plus divers possibles, pour se challenger les uns les autres, pour s'enrichir, pour se compléter. Donc, la parité fait partie finalement de nos priorités en interne chez Mastercard pour pouvoir innover de façon performante au quotidien. Donc, du coup, c'est vraiment inclus dans nos processus de recrutement et d'évolution de carrière en interne, cette parité, cette notion d'être le plus inclusif possible en termes de compétences. Et en externe, on a fait vraiment ce constat qu'on fait tous là aujourd'hui, hein, du peu de femmes dans les métiers, dans les formations tech, et cela crée des biais de genre, comme le citait Cédric O aussi, dans la construction même des produits, on pourra y revenir. Donc, du coup, on a fait un engagement, Mastercard a pris un engagement au niveau monde de sensibiliser 5 millions de jeunes filles au métier de la tech pour susciter justement davantage de vocations auprès des jeunes filles dans le monde. Donc, c'est un programme mondial Girls for Tech qui a été créé par Mastercard il y a plusieurs années et dont le programme aujourd'hui dont on parle, Tech the Power, que nous avons co-construit avec Arkea et avec Trace Academia, va du coup directement contribuer à cet engagement mondial que Mastercard a pris de sensibiliser les jeunes filles, puisque comme le disait Elisabeth Moreno, on est complètement aligné sur le fait que c'est dès les plus jeunes âges qu'il faut casser les stéréotypes liés au genre dans ces métiers-là. Donc en externe, on prend aussi sur ce sujet-là pour délier, pour casser les stéréotypes et puis mettre en avant des rôles modèles. Donc, on a notamment, par exemple, lors du Paris FinTech Forum, dont nous sommes partenaires depuis son origine, mis en place un certain nombre d'ateliers pour mettre en place, par exemple, pour mettre en avant des rôles modèles qui travaillent dans la tech aujourd'hui et qui peuvent justement faire parler de leur carrière et de leurs différents parcours. Et j'aime bien l'idée que c'est un sujet complètement global et que cette action qui est menée en France, eh bien, elle est menée dans différents pays, des pays plus ou moins riches, mais que ça concerne cet allongement des études et cette diversification, c'est pas facile à dire, des études, ça concerne toutes les filles de la planète. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis en fait d'injustices liées au fait que les femmes sont peu présentes dans la tech? Parce qu'on en parle, mais est-ce qu'on peut se figurer un peu plus précisément ce que ça peut vouloir dire? En tout cas, moi, ça me fait penser il y a un exemple concret de biais de genre dans la tech qui m'avait vraiment frappé quand j'ai commencé à réfléchir au sujet. Et Cédric O l'a un petit peu aussi évoqué. C'est que la première entreprise en fait qui avait développer des algorithmes pour l'octroi de crédit. Vous voulez demander un crédit financier à une entreprise, n'avait que des collaborateurs hommes pour développer ces algorithmes qui étaient basés sur l'intelligence artificielle. Et le résultat
a été que finalement, ces algorithmes qui avaient été développés uniquement par des hommes faisaient en sorte, de façon complètement inconsciente, qu'il n'y avait aucun crédit octroyé à des femmes. Donc c'était un biais, c'est incroyable de se dire que même si une femme qui avait un profil de risque adéquat pour qu'on lui octroie un crédit et se présenter auprès de cette entreprise pour avoir un crédit, l'algorithme faisait qu'elle n'aurait pas ce crédit. Donc c'est assez frappant de voir à quel point dans la construction même des produits et des services qui reposent sur les nouvelles technologies, on a besoin d'une parité et d'une diversité optimale de profils pour ne pas créer ces biais de genre dans la construction même, dans le design même des produits et des services qu'on va utiliser tous les jours. Donc, on sait que le numérique, on sait que les nouvelles technologies sont de plus en plus utilisées dans la construction, encore une fois, des produits et services qu'on va utiliser. Donc, il faut vraiment que les personnes qui les développent et qui les distribuent soient représentatives finalement de la société, et donc qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans la conception de ces produits. Voilà, bâtir des paramètres, des algorithmes, évidemment qu'il y a une dimension de genre et qu'il faut y faire attention. Est-ce que il y a une dimension d'innovation dans ce programme Tech the Power pour vous, et laquelle? Complètement, puisque alors déjà, elle s'adresse vraiment aux jeunes. Encore une fois, je reviens là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment casser les stéréotypes de genre sur les métiers de la tech et sur les formations tech dès le plus jeune âge. Et donc, ce programme Tech the Power a vraiment pour vocation de parler aux jeunes et donc d'utiliser le langage des jeunes. Donc ça, c'est la première innovation. C'est vraiment un programme pour les jeunes qui parle aux jeunes. Le deuxième, c'est que c'est 100% digital. Donc, on veut avoir un maximum d'impact grâce au digital, puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir toucher un maximum de jeunes Françaises et de jeunes Français avec ce programme-là. C'est un programme qui sera 100% accessible du coup sur tous les smartphones, que ce soit iOS ou Android. Et c'est un programme 100% gratuit. Donc, beaucoup d'innovation, et on espère qu'il aura le plus d'impact possible en France. La gratuité et l'ouverture, je crois que c'est extrêmement important. On va redonner au fur et à mesure d'autres précisions sur ce programme. Véronique Crouzier, bonjour. Je vous resalue. Bonjour, Louise. Vous êtes directrice des ressources humaines du Crédit Mutuel Arkea. Ça représente des millions de clients et c'est une entreprise qui a une politique très volontariste de féminisation. Comment on féminise une entreprise, en fait? Comment vous avez procédé? Alors, bonjour à toutes et à tous. On a procédé de façon très volontariste, mais d'abord tout simplement parce que nous sommes une banque coopérative. Donc, de par cet ADN, en fait, l'inclusion, la diversité, notre mission, c'est d'offrir et de mettre la finance et la banque au service du plus grand nombre. Donc, tout naturellement, la diversité, la mixité, ce sont des sujets qui nous parlent, ce sont des valeurs fortes. Et on a à cœur d'être acteur de ces dimensions-là et bien entendu aussi d'être exemplaire. Donc, on a déployé en interne, en fait, il y a 5 ans, sous l'impulsion forte de nos 2 dirigeants, tout un programme pour mettre de la mixité à tous les niveaux de l'entreprise et dans tous les métiers. Donc, on s'est appuyé, en fait, sur un diagnostic assez poussé dans l'ensemble du groupe. Arkea, c'est quand même 10 500 collaborateurs, donc il y a de la diversité de métiers et diversité d'activités. Et sur la base de ce diagnostic très poussé, donc on s'est appuyé sur une communauté de 500 collaborateurs, nos ambassadeurs mixité en interne, qui étaient volontaires. Et dans cette communauté, d'ailleurs, je tiens à souligner qu'on a 40% d'hommes, ce qui est très important, d'embarquer aussi les hommes sur ces sujets-là. Et nos ambassadeurs mixité ont déployé des actions dans toutes les entités du groupe, là, sur les 4 dernières années, et notamment avec une action assez emblématique qui a consisté à former l'ensemble de nos 10 500 collaborateurs autour d'un atelier au mécanisme des biais inconscients, des stéréotypes, pour essayer de leur faire comprendre comment ils agissent de façon, la plupart du temps en plus de façon inconsciente, sur nos comportements et nos décisions, et à partir de là, de leur donner envie
chacun à titre individuel, de devenir acteur de la mixité et de la diversité. Donc au bout de 5 années, on a déjà des belles réussites. Donc on a un index égalité pro au niveau du groupe de 90/100 qui nous place dans les meilleurs élèves, j'allais dire, de la place. Et puis on a une grande fierté également, puisqu'on est la première banque française à avoir nommé une femme directrice générale en 2020. Voilà, donc on est en route, on a fait bouger les lignes en interne. Le diagnostic avait fait émerger 6 freins majeurs, dont les métiers genrés. Hein, on a des métiers genrés, nous en interne évidemment, on a les femmes à la com, aux ressources humaines ou dans le conseil bancaire. Et puis on retrouve une plus forte proportion d'hommes dans les métiers du management ou dans les métiers de la tech, de l'informatique. Donc on a mis en place un certain nombre d'actions pour agir et corriger tous ces déséquilibres. En un mot, est-ce que ça a amélioré le climat de l'entreprise? Oui, sincèrement, oui. Je crois qu'au bout de 4 ans de sensibilisation, il y a une vraie prise en compte maintenant de ces mécanismes. Il y a une vraie évolution dans les relations interpersonnelles. Et puis, on a quand même fait corriger un certain nombre de déséquilibres. Je vais prendre comme exemple les directrices d'agences. Hein. Donc, dans nos 500 agences bancaires, on a aujourd'hui 40% de femmes, ce qui contribue à permettre de trouver ça normal aujourd'hui, ce qu'il était peut-être moins il y a 5 ans, et d'avoir des rôles modèles et de donner à d'autres femmes envie d'aller sur ces métiers-là. Il faut qu'on fasse le même métier le même effort dans les métiers de la tech, mais là on est en train de tous en parler. C'est un peu plus compliqué, on ne peut pas agir qu'en interne, il faut qu'on s'ouvre à l'externe, et donc on a Justement. aussi déployé un certain nombre d'actions en externe sur ce sujet-là. Justement, mais je crois que c'était important de parler de la bonne ambiance en fait que procure l'égalité, parce que c'est pas seulement des efforts pour les entreprises, c'est aussi un gain, et un gain qui n'est pas que financier, qui est aussi un gain humain. Je crois que ça compte énormément pour tous ceux qui travaillent. On va rentrer plus en détail dans le programme, mais on va beaucoup parler pendant qu'on a préparé ce moment d'écosystème, c'est-à-dire votre entreprise a une politique volontariste de féminisation, mais pour que tout ça fonctionne et forme une sorte de cercle vertueux, il faut que les entreprises avec qui vous travaillez en amont, en aval, aient aussi conscience que cette question est importante. Comment est-ce qu'on travaille en écosystème sur la question de l'égalité et de la féminisation des métiers? Une banque coopérative, c'est une banque qui sait faire ensemble. Excusez-moi, j'avais une mention sur mon écran. Donc c'est une banque pour qui le faire ensemble compte énormément. Donc créer des partenariats qui nous aident à aller plus loin en se fédérant autour d'enjeux collectifs, ça c'est quelque chose qu'on sait très bien faire. Et donc on a appliqué cette méthode à notre écosystème. Alors notre écosystème, ce sont des partenaires, ce sont des clients, ce sont des acteurs aussi qui sur nos territoires, qui partagent ces enjeux. On a créé des liens forts avec la French Tech de Brest notamment, avec nos entreprises, et celles qui partagent nos valeurs et cette vision. Nous avons créé un club mixité qui permet des patrons inspirants de prendre la voie et de partager leurs bonnes pratiques pour donner envie à d'autres entreprises de nous rejoindre sur ces sujets-là. On a également travaillé en lien avec les associations qui œuvrent pour corriger ce déséquilibre dans les métiers de la tech. Et notamment, on n'a pas hésité à aller dans les écoles, déployer par exemple les ateliers Open Innovation pour parler aux collégiens, donc les collégiens et collégiennes des métiers de la tech, les amener à se familiariser avec le développement ou l'UX, le design. Et en même temps, on invitait également nos ambassadeurs mixité qui venaient leur passer quelques messages sur les mécanismes, les stéréotypes, le pouvoir des représentations,
pour lutter contre et permettre aux jeunes filles de se projeter sur ces métiers-là. Voilà, donc c'est une action en fait qui consiste à fédérer autour d'un combat commun, hein. On voit bien, c'est un problème structurel en France. C'est un problème dont il faut se saisir maintenant à très court terme, puisque on est sur des horizons courts de développement de ces métiers. 5 ans, ce sont les métiers vraiment de demain matin. Donc il faut agir et plus on est nombreux et plus on aura des effets pour corriger le déséquilibre et permettre aux jeunes filles d'embarquer sur ces formations qui forment aux métiers de demain. J'adore cette expression, les métiers de demain matin. Donc ça arrive très vite, ce futur proche. Restez avec nous, on va avoir des questions des gens qui nous regardent. J'en vois déjà certaines s'afficher. Olivier Laouché, bonjour, rebonjour. Bonjour, bonjour Louise, bonjour à tout le monde. Co-fondateur et CEO de Trace, je suis chez vous. Merci de m'accueillir d'ailleurs chez vous, chez Trace TV. Il y a à la fois un besoin peut-être de redéfinir ce programme. On va expliquer avec vous un peu plus précisément de quoi il s'agit et en même temps, finalement, puisque ce programme est hébergé sur l'app Trace Academia, expliquer ce que c'est au passage Trace Academia. Je crois que c'est très important de le dire maintenant. Absolument. D'abord, merci et bravo à tous les partenaires qui ont réussi à travailler ensemble pour monter cet événement sur un sujet qui est extrêmement important, comme l'ont rappelé les différents intervenants. Alors, d'abord, Trace Academia, c'est un service du groupe Trace. En 2 mots, Trace, qui sommes-nous? Nous sommes un groupe, historiquement un groupe de médias qui s'est développé autour d'une thématique éditoriale, qui est la thématique des musiques et des cultures urbaines, qui sont les thématiques éditoriales préférées aujourd'hui des jeunes générations. Et nous sommes devenus, à partir de la France, un groupe international avec aujourd'hui plus de 350 millions de personnes qui regardent nos chaînes de télévision, qui écoutent nos radios, qui s'engagent sur nos plateformes digitales dans le monde entier, notamment en France, en Angleterre, en Afrique, dans la Caraïbe, l'océan Indien et au Brésil. Et puis, quand on a un engagement très fort avec la jeunesse, on se pose forcément des questions, et on pose des questions à cette jeunesse sur ce qui est important pour elle. On s'est rendu compte que la thématique de la formation, de l'éducation, de l'apprentissage était une thématique absolument essentielle au niveau de la réussite, de ce besoin, de ce désir de réussite de tous ces jeunes. Et donc, on a décidé, pour accélérer en fait ces parcours de réussite, de créer une plateforme, Trace Academia, qui va être lancée dans les jours à venir. Et on est d'ailleurs très, très fiers que Mastercard et Crédit Mutuel Arkea aient choisi de nous accompagner dans ce lancement, puisque cette plateforme va offrir en fait des parcours d'apprentissage, des cours sur des métiers, sur la thématique d'entrepreneurs. On a vu que c'est très important qu'il y ait plus d'entrepreneurs femmes dans le monde de la tech, mais je crois que c'est valable pour tous les secteurs d'activité. Et puis également sur toute une dimension inspirationnelle et ce qu'on appelle les soft skills, globalement les comportements qu'on doit avoir dans l'univers du monde du travail pour réussir, en plus de la technicité qu'on peut avoir sur les différentes formations. Donc voilà, donc Trace Academia, c'est une app avec ses parcours d'apprentissage, ses parcours de formation, et puis cette app est pluguée à tout un écosystème et s'associe avec des partenaires comme Crédit Mutuel, Arkea, comme Mastercard, pour développer donc des thématiques qui sont des thématiques pour les métiers de demain matin 8 heures. Je vais être encore plus précis parce que c'est vraiment urgent, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et on va faire le grand lancement de l'application au mois de septembre. On est dans ce qu'on appelle la période de soft launch. Donc, et il y aura de plus en plus de cours, de parcours d'apprentissage que nous sommes en train de développer avec des grands partenaires. Et on a la chance d'avoir beaucoup de partenaires qui viennent du monde de la technologie. On est déjà à Google, on a déjà Leroy Merlin, on a Schneider, qui sont... Schneider, on développe avec eux des parcours sur les métiers des électriciens. Et ben, par exemple, ces parcours sont portés par des femmes, parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans le monde de l'électricité. Donc, on essaye là aussi de contribuer à cette meilleure mixité de genre dans l'univers de la technologie. Les entrepreneuses, est-ce que vous pouvez nous donner très concrètement les grandes lignes en fait du programme Tech the Power? Je crois que c'est vraiment le moment d'en parler. Et puis c'est une question qu'on pose sur le réseau. Alors très concrètement, en fait, le programme Tech the Power va s'articuler autour de différents éléments multimédia, des éléments vidéo, des éléments audio
et puis ce qu'on appelle des nuggets dans le jargon digital, qui sont en fait des éléments d'interactivité qui permettent de poser des questions, d'interagir avec le contenu, ou en fait pour construire ce programme avec nos partenaires, qu'est-ce qu'on a fait? On allait voir des experts notamment des femmes, qui sont pour certaines d'entre elles des rôles modèles, d'autres qui sont des influenceuses, et puis on a discuté, on a partagé avec elles pour savoir quels étaient les messages qui d'abord étaient des messages à faire porter auprès des jeunes femmes, des jeunes filles qui hésitent, qui ne connaissent pas, qui n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire pour aller dans la tech, parce que souvent elles connaissent même pas les métiers. Et donc il y a eu toutes ces parties qui constituaient à vraiment briser des clichés, des tabous sur cette perception que ces métiers de la tech seraient uniquement réservés aux hommes. Donc on a mis tout ça en image et on a construit aussi avec des ingénieurs pédagogiques des parcours pour que globalement, eh bien, tous ces clichés puissent être totalement brisés et puis donner des clés pour que ces jeunes filles sachent comment faire si elles ont envie de s'engager vers ces métiers de la tech, et en tout cas qu'elles comprennent les fondamentaux, les ressorts, les intérêts, les perspectives qu'il y a autour de ces métiers. Donc c'est vraiment un produit hybride qui est super ludique. On croit beaucoup à cette thématique de l'edutainment, comment on additionne en fait le savoir-faire que nous avons pu développer avec notre activité média dans l'entertainment, dans le divertissement, et qu'on a mis au service de l'apprentissage, au service de la formation, au service en fait de la transmission de messages qui sont forts et sur lesquels on sait très bien qu'en utilisant les codes du divertissement, qui sont les codes extrêmement puissants pour les jeunes, on a plus de chances d'arriver à porter ces messages et faire en sorte qu'ils soient intégrés et suivis d'action. Et les codes du divertissement peuvent aussi servir, j'imagine, à changer l'image. Alors, on a parlé des rôles modèles, mais il y a quelque chose aussi à casser, c'est cette image, et c'est une question de Priscilla qui nous regarde, cette image des filles qui ne seraient pas douées pour la tech. Elle parle de légende urbaine sur ce sujet. Dans tous les domaines, il y a des légendes urbaines. Je crois que tout à l'heure, Cédric O et plusieurs des intervenants ont rappelé comment aujourd'hui, à la tête de très grandes entreprises mondiales, Elisabeth Moreno ne l'a pas dit suffisamment, mais elle a été la présidente de HP pour tout le continent africain. Donc, c'est possible. Les femmes aujourd'hui ont toutes les qualités, voire plus que les hommes, pour être dans la tech, pour diriger des entreprises de la tech, pour créer des entreprises de la tech. Et le meilleur moyen de faire passer ce message, c'est de montrer des exemples. Parce qu'aujourd'hui, on le sait très bien, l'éducation, la formation, notamment auprès des jeunes, ce sont des éponges. On se construit à travers l'interaction qu'on peut avoir dans notre environnement immédiat. Et si dans notre environnement, on ne voit jamais de femmes dans ce monde de la tech, il y a peu de chances qu'on ait envie d'y aller, parce que ce n'est pas du tout un réflexe, ce n'est pas quelque chose qui est dans notre ADN quasiment, dans notre inconscient ou conscient permanent. Donc l'idée aussi dans le programme, ça a été de détecter, et ça a été très facile, parce qu'il y en a, et elles sont absolument brillantes, des femmes qui ont réussi, qui ont choisi, qui se sont investies dans ce monde de la tech, et montrer que ce sont des femmes qui ne sont pas forcément des majors des polytechniques, quels que soient les milieux sociaux, quelles que soient les orientations initiales, à un moment de sa vie, on peut décider de s'orienter vers ce monde de la technologie. Et on le rappelait, 1/3 des emplois vont être dans le digital. Le digital, ce n'est même pas toute la technologie, parce que l'industrie a besoin de technologie, le bâtiment a besoin de technologie. Quasiment tous les secteurs aujourd'hui d'activité dans le monde ont besoin de technologie. Et donc, c'est là que se créent les métiers d'aujourd'hui, demain matin à 8h et de demain. Est-ce qu'on peut redonner, soit vous, soit Solveig ou Véronique, le calendrier de Tech the Power? C'est une question qu'on me demande de vous poser. Donc, quand est-ce que ça commence? Voilà. Véronique, qui est vraiment l'experte de ce calendrier, parce que tout n'est pas sur l'application, il y a avec les partenaires. Maîtresse du temps. Mettre en place. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que l'application, nous, on va la mettre sur les stores à partir de la semaine prochaine, je crois, à peu près. Et puis ensuite, il y aura une montée en charge progressive. Mais sinon, je crois qu'il y a des actions qui sont prévues au niveau de Mastercard, au niveau du Crédit Mutuel Arkea. Et je laisse Véronique et Solveig nous en dire plus sur les entreprises qu'elles dirigent. Alors, on commence avec vous, Véronique, et puis ensuite Solveig. Oui, bah, à partir du moment où l'application est disponible, bien sûr, après, bah, l'enjeu, c'est d'aller chercher du buzz et de la faire connaître largement.
largement. Alors, on va aller chercher le bouche à oreille, bien entendu. Alors, Solveig le disait tout à l'heure, nous, Arkea, on a 4,7 millions de clients. Donc, bien sûr, on va utiliser tous nos canaux de communication pour aller chercher, en fait, allier la puissance du digital, là, de ce programme digital et sa viralité avec nos canaux de communication. Et puis, bien sûr, après, le mettre en écho en résonance avec nos actions de terrain. Hein. On va continuer tous nos partenariats à aller dans les écoles, animer des ateliers, et ce sera tout autant l'occasion de faire parler de cette application. Arkea, c'est une banque coopérative, donc on a aussi la richesse d'avoir 2800 administrateurs bénévoles dans nos 500 agences, qui sont des relais tout à fait naturels de ce type d'initiative, puisqu'ils sont en lien permanent avec les mairies, avec les écoles, avec les associations sportives et culturelles. Donc on le voit, voilà, l'idée là, c'est à nouveau d'aller mobiliser la communauté, l'écosystème Arkea pour faire caisse de résonance et déployer largement l'application, et également tenir dans la durée. D'où l'intérêt aussi de pouvoir associer le digital avec les actions de terrain. Oui, c'est une initiative qui s'inscrit dans le temps. Je crois que quand on parle de calendrier, il faut le préciser. Solveig, Honoré-Hatton, peut-être d'autres précisions sur le déroulé dans le temps, et puis une question que pose Valérie, je pense qu'il faut y répondre. L'application, elle est payante? Donc oui, en termes de timing, donc l'application Take the Power, elle sera bien disponible courant avril, et elle est 100% gratuite. Je le redis, complètement gratuite. Il faut le redire. Voilà, il faut le redire, c'est hyper important. Et en termes d'impact, comme je le disais tout à l'heure, on veut vraiment que ce soit un impact le plus grand possible au niveau de la France. On a une ambition de toucher plus de 500 000 jeunes filles en France avec cette app dans les mois et années à venir. Et comme le disait Véronique pour Arkea, côté Mastercard, on va vraiment faire appel à tous nos partenaires. Imaginez, on travaille avec toutes les institutions financières en France, donc imaginez le nombre de clients que ça représente en France derrière. Et on a tous, à titre personnel, vous et moi, que ce soit une fille, une nièce, une voisine, une cousine, en âge en fait de profiter de cette app pour pouvoir justement suivre ces parcours ludiques et pédagogiques dont parlait Olivier, et se sensibiliser à ces métiers-là. Donc on a voilà, tous un rôle à jouer aussi avec cette app Take the Power, 100% gratuit, disponible au mois d'avril. Et dernière question, quel sens ça a eu pour vous de travailler ensemble, de mélanger un peu vos cultures d'entreprise, de vous rencontrer, enfin surtout avec Pras, parce que j'imagine que au départ, vous n'êtes pas forcément liés dans des projets. Ça fait un peu se rencontrer des cultures. Qui veut répondre en premier? Ladies first. Je veux bien commencer. Enfin, c'est une expérience juste extraordinaire. On le disait dès le début, c'est que finalement, la complémentarité de nos équipes, de nos entreprises a fait Take the Power aujourd'hui. Hein, le fait d'avoir Trace Academia qui est spécialiste finalement du langage des jeunes, c'est pas notre spécialité chez Mastercard, et ben ça nous a permis justement de créer cette app destinée aux jeunes avec leur langage et leur code, et d'avoir Arkea avec ce réseau de distribution incroyable en France et qui partageait vraiment les mêmes valeurs que nous, qu'il fallait faire bouger les lignes, que c'était urgent et qu'il fallait pas mettre 50 ans à développer cette app, mais à le faire en quelques mois. Donc, on a voilà, trouvé des partenaires extraordinaires, et je pense très complémentaires, en tout cas qui partageaient aussi les mêmes valeurs que nous. Donc, on est ravis, et je pense que la collaboration est fantastique et n'est pas terminée. En plus, hein, que tout ce développement s'est passé donc, avec des collaborateurs très enthousiastes au sein de nos 3 entreprises, et que tout ça s'est passé à distance dans la période de confinement, puisque les travaux ont commencé il y a 1 an. Donc les équipes ont travaillé à distance, mais en tout cas, ça n'a pas empêché la créativité et l'enthousiasme autour de ce beau projet. Alors, avant de passer au premier panel, Olivier? Non, mais je voulais juste ajouter qu'à partir du moment où on partage des valeurs, et des valeurs qui sont extrêmement fortes, qui sont d'abord, je crois qu'on aime nos publics, que ce soit les
adhérents, clients, sociétaires du Crédit Mutuel, que ce soit tous les clients de Mastercard ou les téléspectateurs, auditeurs de Trace. On a envie de contribuer avec nos moyens, nos ressources, à construire une France meilleure. Et on sait qu'une France où toute une partie de la population, et notamment de sa jeunesse, serait exclue du futur, est une France qui n'a pas d'intérêt. Et donc, il y avait beaucoup de bienveillance, beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité. Ça n'a pas toujours été facile, parce que sur certains points, forcément, il y a des discussions, on peut avoir des points de vue différents, mais il y avait vraiment cette volonté commune d'avancer, et on savait tous que le projet qu'on est en train de porter avec Tech the Power nous dépassait. Et donc, à partir de là, on est sûr qu'on a la recette, on a la formule du succès, et qu'ensemble, on est forcément toujours plus fort pour réussir. Allez, deux petites dernières questions d'internautes avant de passer au panel. Est-ce que ce programme va permettre de rentrer en contact avec des salariés de Mastercard ou d'Arkea mais je crois que vous l'avez un peu dit, en quoi est-ce un programme pédagogique pour sensibiliser les jeunes, en fait, par quoi passe sa pédagogie. Alors, je crois que sur la question des salariés, on peut peut-être demander, et du côté de Mastercard et du côté d'Arkea, laquelle de vous devez répondre en premier? Solveig ou Véronique? Moi, je peux répondre. Bien entendu, hein, ça permettra de rencontrer des collaborateurs d'Arkea quand évidemment le déploiement de Tech the Power sera associé à toutes les initiatives qu'on déploie sur nos territoires, hein, comme je l'expliquais tout à l'heure, et qui nous permettent soit d'aller dans les écoles, dans les événements, dans les conférences, mais également d'accueillir des jeunes au sein de nos locaux, hein, et au sein de nos équipes informatiques pour qu'en site, au contact de nos collaborateurs, ils puissent se familiariser au métier de la tech. Je crois que c'est très clair. Merci beaucoup pour cette réponse. Solveig, Honoré-Hatton, est-ce que chez vous aussi, on pourra accéder à des professionnels, avoir des échanges assez concrets? C'est un peu pareil que ce que disait Véronique pour Arkea. L'idée, c'est que ce programme ne soit pas juste pour quelques mois, mais pour les années à venir. Et donc, en effet, il sera, le lancement de l'app digitale au mois d'avril sera suivi par un certain nombre d'événements que l'on va organiser, bien sûr, dans les mois et années à venir, et dans lequel il y aura en effet la possibilité de rencontrer et d'interagir avec des collaborateurs Mastercard, puisque on est aussi conscient que c'est hyper important d'avoir cette interaction humaine au-delà d'un programme 100% digital, et de pouvoir créer des événements terrain. Et voilà, on ambitionne de pouvoir aussi aller dans les collèges, rencontrer les jeunes filles et les jeunes garçons pour pouvoir parler encore une fois de ce sujet-là. Donc, c'est bien sûr, c'est à suivre de très près. Merci beaucoup et merci à tous les trois pour à la fois toutes ces informations que vous nous avez données et puis pour nous avoir communiqué ces engagements. Je crois que l'on l'a entendu, ils sont très forts au service d'un programme donc qui va s'ouvrir début avril, Tech the Power, qui va passer par cette application portée par Trace et qui est un programme donc, pédagogique à destination des filles. Mais moi, je crois que tout le monde peut aller sur ce genre de programme parce que ce qui est bon pour l'égalité de genre, c'est bon pour absolument tout le monde. Mais ça, c'est ma petite touche personnelle. On va passer au panel et on va discuter justement de pédagogie, de formation et toujours, évidemment, d'égalité. Voilà, un programme à découvrir début avril, mais il y aura évidemment une communication spécifique le jour où on pourra aller sur l'app pour regarder. Et moi, j'irai voir évidemment. Premier panel avec 3 intervenants, Frédéric Bardot, Diana Brondel et Emmanuel Larocque. On va discuter tous ensemble. J'espère qu'on arrivera à échanger de manière assez fluide. Vous êtes tous à distance, mais je vous vois sur l'écran qui est sur le côté. Merci beaucoup d'être
avec nous. Je crois que il y a beaucoup à dire sur la formation, les parcours en entreprise, la manière dont tout ça peut prendre forme concrètement. Mais je voudrais commencer avec vous, Frédéric Bardot. Ouais, voilà, je vous vois et je vais vous entendre sûrement dans un instant. On a beaucoup parlé l'école, collège, lycée. Moi, je voudrais qu'on parle des formations au métier de la tech. Il y a des écoles d'ingénieurs, il y a aussi des écoles qui sont plus récentes. Vous, c'est l'école Simplon, dont vous êtes cofondateur et président, une école qui a un fort engagement social et puis pour la diversité. Quel est le rôle des hommes, à vos yeux, dans la féminisation des métiers? Quel peut-il être? Le rôle des hommes, il est partout, puisque les hommes sont majoritaires et qu'ils sont partout et qu'ils trustent toutes les places. Donc effectivement, il peut pas se diffuser une culture de l'égalité professionnelle femmes-hommes sans que les hommes soient maille à partir, puisque c'est effectivement le fait majoritaire, c'est le masculin. Donc en fait, on est obligé de composer avec ça. Personnellement, moi je suis un cofondateur, donc encore une bonne caricature d'hommes entrepreneurs. Je me suis formé à ces questions-là et en fait, sur toute la chaîne de valeur d'une formation comme la nôtre, vous trouvez des hommes partout. Donc en fait, il faut développer cette culture partout. Donc ça commence bien sûr chez nos amis prescripteurs de Pôle emploi ou dans les missions locales qu'il faut former aux questions de genre. Après, nos formateurs, puisque comme tout cordonnier mal chaussé, la plupart des formations Simplon sont animées par des hommes, puisque comme il y a peu de femmes encore dans le numérique, il y a peu de formatrices. Donc on est obligé de former nos formateurs aux questions de genre. Et puis au bout de la chaîne, comme le but c'est pas de former mais que les gens trouvent des jobs, il y a des gens dans les ressources humaines qui la plupart du temps sont des femmes, là aussi c'est un métier genré, mais les métiers d'atterrissage sont souvent dans des DSI ou dans des départements techniques qui sont souvent trustés par des hommes. Donc voilà, il faut convaincre les hommes partout où ils sont dans la chaîne de valeur, et ils sont partout. Il y a une question que je vais vous poser et je demande à Diana Brondel et à Emmanuel Larocque de bien écouter parce que je vais leur soumettre aussi. En fait, il y a une culture de la sélection qui commence dans les écoles, de sélectionner les meilleurs éléments, de les mettre en compétition et ça continue dans les entreprises qui pourraient être défavorables à un certain nombre de profils, dont les filles, parce que on n'accède pas au monde avec la même socialisation depuis qu'on est tout petit. C'est des questions d'inégalité de genre et puis de valeurs qu'on est censé véhiculer suivant son sexe. Alors on peut le regretter, mais cette manière de se sélectionner, de se choisir, de passer des épreuves et dans les formations et dans les entreprises, comment on la modifie pour qu'elle soit plus favorable à la diversité? Frédéric Bardot pour commencer. C'est vrai que chez nous, on est vraiment dans de la bienveillance, c'est-à-dire qu'il y a des modèles, on a parlé de l'école 42, il y en a d'autres qui sont assez élitistes et assez sélectifs. Nous, à Simplon, je ne dis pas qu'on prend tout le monde, puisque tout le monde n'est pas fait pour faire du code, mais tout notre système de sélection est très très inclusif du début jusqu'à la fin, et donc on essaye plutôt, dès les phases de sélection, justement, même si on appelle ça des phases de positionnement, nous, et pas des phases de sélection, on amène en fait les gens à collaborer entre eux et on ne recrute pas des individus qui vont rentrer dans une formation Simplon, mais un collectif apprenant. Et donc, en fait, on recrute une promo, donc des gens qui vont bien les uns avec les autres. Et dès la sélection, dès le positionnement, ils sont amenés à travailler ensemble, alors même qu'ils ne savent pas s'ils vont être pris dans la formation. Et après, pendant toute la formation, c'est que de la pédagogie par projet en collaboratif. Donc, on essaye de développer effectivement ce sens de la coopération et de la collaboration qui est, à notre avis, beaucoup plus intelligent, notamment dans le domaine de la tech que le problème de la compétition. Donc voilà, on a essayé d'adapter nos processus et c'est vrai que ça fait un peu la différence avec d'autres écoles qui sont un peu plus en mode marche ou crève. Oui, et ça fait partie de la mythologie de la tech, cette sélection où il y a 100 personnes au début et 3 à l'arrivée avec peut-être des morts au figuré, évidemment, sur le côté de la route. Diana Brondel, même question. Comment, dans l'entreprise, on pense la compétition, l'ambition des salariés au service d'un accès plus égalitaire aux postes à responsabilité et à tous les postes, finalement. Hyper compétitive, en fait. Et c'est vrai, on n'aime pas se l'entendre dire, on n'aime pas se l'entendre redire, mais en fait, c'est compétitif. Et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait, jusqu'à preuve du contraire.
Tant que sur les genres, on ne sera pas sur des choses un peu équilibrées, et ben, ce sera toujours extrêmement compétitif. Mais ça se transforme pas, cette culture d'entreprise? Qu'est-ce qu'on peut faire? Franchement, non, moi je suis désolée. Non, franchement, et vraiment, hein, en plus, moi je suis pas, je suis pas du tout dans la victimisation parce que ça m'a jamais intéressé. En plus, moi je suis née en RFA, il y avait même un mur en Allemagne hein, quand je suis née, donc vraiment, je pense que je suis complètement passée à travers, quoi. Non, je pense qu'il y a un vrai sujet en fait de société, de fond. Moi, j'ai des garçons qui aujourd'hui ont 7 et 9 ans. Et j'ai mon petit métis qui a 7 ans qui m'a demandé s'il ne pouvait pas être un peu plus blanc comme son père et un peu moins noir comme sa mère parce que sa vie serait plus facile. Et en fait, ce sont des genres de discussions que je n'accepte plus. Ce sont vraiment des genres de discussions que je ne peux plus avoir. Ça veut dire aussi que… Il n'y a plus de raison que je l'ai. En fait, il n'y a plus de raison que je les ai, en fait. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de raison que je les ai. En fait, mais ça veut dire que malgré toutes les valeurs qu'on porte soi-même, évidemment, ces questions d'inégalité, de stéréotypes qui ne sont pas que genrés, elles nous reviennent à la figure par le biais de la société. Non, mais moi, mes enfants, ils sont dans des écoles privées, ils sont extrêmement privilégiés, ils sont extrêmement protégés, je trouve, hein, d'un certain nombre de choses. Et si aujourd'hui ils ont ce genre de douleur, c'est qu'en fait il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui tourne pas rond. Ça interroge la manière dont on se regarde évidemment les uns les autres, une question qui traverse toute la société. Pour revenir à la tech et à sa féminisation et ce qui a à voir avec ce dont on parlait, la compétition, le fait d'évaluer les gens, qu'est-ce qu'on change dans les entreprises, Emmanuelle Larocque, pour rendre le milieu professionnel plus égalitaire, selon vous? Ah, je ne vous entends pas. Alors, je ne sais pas si le retour… Désolée, hein, mille excuses. On va essayer de… Je vous vois. Écoutez, je vois que vous attendez. Là, je vous entends. Merci. Bon, ben, c'est toujours la même question. Donc oui, pour revenir sur le sujet, donc du côté de donc la question de la sélectivité, en fait, c'est les critères aujourd'hui qui sont pas encore assez challengés. Et je pense que si on parle, alors bien sûr, la question de l'égalité au sens large, hein, des individus face aux opportunités de la société, mais si on réfléchit à la place des femmes dans les entreprises, dans le milieu tech, dans les jobs tech, on se rend compte que aujourd'hui, ça y est, on a passé un cap, on parle beaucoup de ce sujet, la preuve, on est là, on en discute. Les femmes sont très attendues, les entreprises les encouragent à postuler, sensibilisent aussi leurs salariés pour qu'elles puissent mieux les accueillir, pour qu'elles soient mieux accueillies et évoluent. Mais par contre, dans la réalité, aujourd'hui, les profils qui rentrent, les profils de femmes, on va dire disponibles et prêtes à se former, sont plutôt des femmes en reconversion parce que voilà, aujourd'hui, en termes de formation initiale, et c'est pour ça qu'on est là, il y a beaucoup de choses à faire pour encourager les petites filles et les adolescentes. Donc du coup, quand ces femmes en reconversion qui ont plus de 35 ans arrivent à la porte des entreprises, on se rend compte là qu'il y a un énorme décalage avec les critères de recrutement qui sont basés souvent sur un diplôme d'ingénieur ou des critères d'âge ou d'expérience ou d'immersion dans un environnement, dans le secteur de la tech. Et c'est là où, du coup, on a quand même un gap énorme. Et puis, on va du coup avoir une inadéquation entre ces profils disponibles qui peuvent se reformer, qui peuvent répondre aux besoins de l'entreprise et qui souvent arrivent avec un bagage professionnel, mais que l'entreprise, dans ses process, dans ses traditions de recrutement, d'évaluation et de promotion interne, ne sait pas en fait vraiment intégrer et accompagner. Et la promotion est un sujet, la question de l'accompagnement durable des femmes dans l'entreprise, c'est un sujet par ailleurs parce qu'on pourra en former
autant qu'on veut, et du coup, avec Tech the Power, on va en former beaucoup, mais on pourra en former autant qu'on veut si, du coup, il y a vraiment des inadaptations de culture interne, de culture d'entreprise, et du coup, il n'y a pas les bons comportements et pas aussi les bons leviers d'évaluation des potentiels, et bien du coup, les femmes continueront à en partir. Parce qu'aujourd'hui, après 8 ou 10 ans de carrière dans la tech, les femmes en partent à 30%. Donc, non seulement on n'arrive pas trop à les produire, et qu'en plus, quand elles sont à la porte des entreprises et qu'elles arrivent à rentrer, elles finissent par en partir. Donc, vraiment, c'est tout ce système du début jusqu'à la fin qui est à revoir et à se regarder d'une manière cohérente pour déverrouiller tous ces critères qui aujourd'hui ne correspondent plus aux besoins d'entreprise. Ah, mais c'est hallucinant, cette histoire de 30% de femmes qui partent. Alors, on espère qu'avec les reconversions, ça peut agir sur ce déséquilibre, mais j'imagine pas complètement. En fait, Frédéric Bardot, on vient à la première question avec ce que vient de dire Emmanuelle Larocque, c'est-à-dire le rôle des hommes et finalement de la culture de la tech. Si vous cherchez à la modifier dans votre école, vous n'êtes pas seul. Est-ce que vous en parlez avec les autres directions d'école? Est-ce que finalement les autres vont dans le même sens que vous? Et on va l'entendre un petit peu, ça bouge, mais sur finalement, même parce que si on intègre des femmes et qu'on est toujours dans la même logique de culture assez masculine, assez compétitive, on l'a dit, finalement, on l'entend, les femmes, au bout d'un moment, elles sont nombreuses à ne pas vouloir rester. Oui, complètement. C'est pas un truc c'est pas Simplon ou Social Builder ou 42 qui va résoudre le problème. Hein. C'est la collaboration de tous les acteurs de la chaîne. Donc, bien sûr, on se parle, on se connaît, on agit ensemble, on essaye de monter les standards de toutes nos parties prenantes. Pour parler de Pôle emploi, les entreprises qui recrutent, toutes les écoles, on en fait du prosélytisme, on montre qu'on est soudés. Et pour le coup, il y a tellement de manque de profil dans le monde du numérique et tellement peu de femmes que c'est pas un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence entre les différents acteurs. On a chacun nos méthodos, on a chacun nos publics. Hein. Nous, à Simplon, j'ai bien aimé l'intervention d'Elisabeth Moreno tout à l'heure. Elle disait qu'elle cochait toutes les cases et qu'elle n'était pas seulement femme, mais qu'elle était aussi noire, issue de milieux modestes, etc. Nous, c'est plutôt ça, à Simplon. On est plutôt vraiment sur de l'intersectionnalité. On a la plupart des gens qui n'ont pas le bac, des personnes qui viennent des quartiers, des personnes réfugiées. On a aussi des questions de handicap. Donc, en fait, la discrimination, elle est sur le genre, mais elle ne s'arrête pas qu'au genre. Il y a de la discrimination sur l'ensemble du champ et il y en a plus d'une vingtaine de critères. Donc, effectivement, il faut travailler à plusieurs. Toutes les écoles doivent être mobilisées et ne pas s'arrêter peut-être qu'aux critères du genre, puisque sinon, on pourrait, par exemple, assez facilement se concentrer sur des femmes blanches plutôt bac+5. Je ne dis pas qu'il ne faut pas agir sur ces publics-là, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément uniquement sur ces publics-là qu'il faut agir et c'est beaucoup plus difficile d'agir sur des publics intersectionnels qui ont plusieurs types de discrimination, malheureusement, comme corde à leurs arcs. De ce fait, ma dernière question, est-ce qu'une initiative comme Tech the Power va vous aider, enfin, est-ce que le fait d'être plusieurs à participer à ce mouvement, et il y en a d'autres, est-ce que ça vous porte? Est-ce que vous sentez que ça frémit, que ça va vraiment changer? Tout ce qui permet de faire avancer les choses et des mouvements collectifs comme ça, avec une culture des médias, de toucher le grand public, ça c'est une vraie bonne nouvelle pour l'écosystème parce que souvent on tourne en rond, on est toujours dans les mêmes cercles, on a des effets de bulles de filtre, donc effectivement tout ce qui peut permettre de faire connaître les opportunités dans les métiers du numérique au plus grand nombre, et c'est le but de Trace et de cette application, ça va dans le bon sens parce qu'il y a des invisibles, comme on dit aussi, des gens qui ne sont pas à Pôle emploi, des gens et des jeunes femmes ou des femmes en reconversion qui ne savent pas que le numérique, c'est pas, ça peut leur donner des opportunités. Donc tout ce qui peut être grand public, puissant, massif et collectif est toujours une très bonne nouvelle. Donc c'est une très bonne nouvelle cette histoire de Tech the Power. Emmanuelle Larocque, je vous laisse la conclusion pour terminer. Même question, est-ce que c'est porteur pour vous la multiplication des programmes tels que Tech the Power qui promeuvent la place des jeunes filles et des filles en général, parce qu'on ne s'arrête pas d'être une fille quand on est plus jeune? Complètement, et là je rejoins complètement Frédéric. Nous, ça fait 10 ans qu'on travaille sur ce sujet de l'inclusion des femmes dans le numérique avec des programmes qui vont de l'orientation des femmes, puisque nous on travaille avec les femmes sur les métiers du numérique en passant par la formation jusqu'à l'insertion professionnelle et la formation des acteurs de l'écosystème et notamment des écoles digitales. Et on voit qu'il faut avoir cette approche 360, il faut une chaîne d'acteurs qui travaillent ensemble main dans la main et on ne peut pas prendre les choses de manière isolée. Et c'est pour ça aujourd'hui que malgré toutes les initiatives qui existent,
existent, on n'a pas encore réussi à craquer le sujet. Donc, pour déconstruire complètement ces stéréotypes, et nos ministres en ont beaucoup parlé tout à l'heure, ça va nécessiter d'accompagner tous les acteurs de l'orientation de la formation pour qu'ils revoient la manière dont ils parlent aux filles, mais aussi ils travaillent. Ça va nécessiter de travailler avec les entreprises pour que justement elles accueillent durablement des profils qui sont encore un petit peu atypiques. Et ça va nécessiter de revoir un petit peu la pop culture et les représentations à qui qu'on propose aux petites filles pour qu'elles se disent tiens, mais en fait c'est super intéressant. Et il va falloir aussi remplacer tout un tas de stéréotypes avec des nouveaux, et notamment le nouveau c'est latex c'est génial et c'est pour toi, et c'est surtout tu peux gagner ta vie, ça va te permettre de vraiment de t'épanouir pleinement, et ce sont des métiers extrêmement variables et extrêmement riches, extrêmement divers, et aujourd'hui on est encore trop dans la caricature, et on a besoin du coup de taper dans tous les sens. Ce message, on va voir comment on tape dans tous les sens avec des clés concrètes pour agir. C'est le dernier panel, et le titre qu'on lui a donné, c'est donc agir, tout simplement. Trois intervenants pour ces 10 dernières minutes, un peu plus, on va me dire, hein, pour le temps. Vous pourrez encore poser des questions. Je les regarde, quand je regarde un peu sur le côté, c'est que je lis vos questions. Agir, donc c'est avec Chloé, Hermarie, Amel Kétif. Et puis, je retourne ma feuille, Sophie Vigier de l'école 42. Merci beaucoup d'être avec nous, et je vais vous demander d'être les plus concrètes possibles pour que on puisse comprendre en fait comment aujourd'hui on a des actions efficaces. Je commence avec vous, Sophie Vigier. Comment est-ce qu'on fait pour que des jeunes filles, des lycéennes par exemple, s'intéressent à la tech et s'intéressent à votre école et ils viennent? Ça, c'est un changement quand même dans la culture tech. Alors, c'est quoi vos Alors, d'accord. Alors en fait, c'est vrai que nous, on arrive un petit peu tard, parce que déjà, le poids des stéréotypes a déjà opéré, on va dire, tous ses méfaits malheureusement, et les portes sont fermées, et le pire, c'est que les jeunes filles pensent en général avoir fermé elles-mêmes ces portes, parce que ce qu'on entend souvent, vous verrez souvent les jeunes filles dire: «C'est pas fait pour moi», quand elles vous parlent d'informatique, sans même savoir exactement ce que sont ces métiers. Alors, c'est vrai que c'est très difficile, parce que dans l'imaginaire collectif, quand on ferme les yeux et qu'on imagine une personne qui travaille dans l'informatique, on imagine un geek, on imagine un homme plutôt gros avec une bière, une pizza, etc. Et quand on est une petite fille, on ferme les yeux, on n'a pas envie de se projeter là-dedans, se disant waouh, génial, je vais être ça plus tard quand je serai grande. Et en plus de ça, quand on est une petite fille, le poids du regard extérieur pèse énormément. Alors c'est pour ça qu'il faut absolument changer les représentations, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des rôles modèles, et pas que des rôles modèles qui sont des femmes extraordinaires, hyper fortes, etc. Juste des femmes, absolument. Et ça se fait le plus tôt possible. C'est pour ça qu'avec 42, outre ce qu'on fait avec 42, on va mener une expérimentation avec l'éducation nationale pour former, initier au code, à l'informatique de manière générale, à la littératie numérique, à aussi aller chercher de l'information, savoir la traiter auprès du cycle 3, c'est-à-dire des CM1, des CM2 et aussi des 6e. Et tout ça avec une méthode pédagogique qui est la méthode pédagogique de 42, mais adaptée à ces publics-là et aussi au travail des maîtresses et maîtres d'école, et donc basée sur le peer learning. Alors, pardon, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on peut faire auprès des lycéennes? Je crois que c'est ce que vous avez fait. Bon, d'abord, l'initiative est géniale, Tech the Power, c'est fantastique. Il faut que les lycéennes et les collégiennes, elles aient conscience de ce qui est en train de se passer, qui a été dit maintes et maintes fois, mais il faut le redire encore. On est dans un monde qui devient de plus en plus numérique, et malheureusement, ce numérique qui occupe une place de plus en plus prépondérante, eh bien, il est dessiné, il est créé uniquement par des hommes, et ça amène de nombreux biais, et c'est un véritable problème. Et les jeunes filles doivent s'en rendre compte maintenant et doivent absolument réagir. Et puis surtout, il faut qu'elles se rendent compte que c'est pas ce qu'elles croient. Il faut qu'elles aillent ouvrir les portes. C'est pour ça que Tech the Power, c'est génial, c'est une super idée, c'est une très bonne chose, parce que ça va aider justement à lever un petit peu le voile. Parce que faire du développement informatique, c'est par exemple, c'est comme écrire un roman.
Ça s'appelle du langage informatique, donc c'est du langage. Et c'est écrire un roman pour pouvoir créer des choses. C'est extrêmement créatif. Il n'y a pas besoin nécessairement d'être bon en maths, mais on peut être bonne en maths, c'est pas un problème non plus. On travaille avec plein de gens différents, on s'amuse énormément, et puis surtout, c'est des métiers où on est très, 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 très bien payé. On peut travailler partout dans le monde entier. La demande est très forte, donc mesdemoiselles, vous êtes sûres de trouver un emploi. Et puis, vous allez être autonome. Vous pouvez lancer votre boîte, vous pouvez lancer vos idées, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Donc, les conseils à donner, ce serait utiliser évidemment l'application Tech de Power, aller voir à quoi ça ressemble, discuter avec d'autres filles peut-être qui s'y intéressent déjà, contacter des écoles, contacter des formations, ils vous accueilleront toutes et tous à bras ouverts. Comme le disait très bien Frédéric Bardot de Saint-Plon, on est tous unis, toutes les écoles sont engagées pour avoir plus de mixité. Donc voilà, donc vraiment allez voir les formations. Et puis si vous êtes en seconde, n'hésitez pas à vous engager aussi dans la spécialité NSI. Sachez que c'est dramatique, il n'y a pas assez de jeunes filles dans cette spécialité. Allez-y entre copines, dites-vous, allez, on y va pour avoir un métier super plus tard et vraiment intéressant et qui paye bien. C'est pas ce que vous croyez. Prenez la peine d'aller voir et vous verrez que vous allez être surprise. J'aime beaucoup l'argument de l'argent. Hein. C'est vrai que c'est toujours une bonne motivation et ça doit marcher évidemment pour les filles. Je retiens que la littératie numérique aussi se travaille évidemment dès l'école élémentaire avec des élèves qui doivent comprendre que le numérique, c'est pas de la magie, c'est pas des choses qui apparaissent sur des écrans. C'est ça la littératie, c'est comprendre comment ça marche. C'est comme quand on sait qu'un livre, eh bien, ce sont des pages qui se tournent, qu'il y a un index à la fin. La littératie, c'est un petit peu de billes sur le fonctionnement des choses. Amel Kefif, dans les clés, est-ce que, puisqu'on parle d'éducation, les parents, ça compte? Est-ce qu'il faut leur soutien et comment est-ce qu'on l'obtient? Vous qui êtes directrice générale de Elle Bouge, je ne sais pas si ça va se réafficher à l'écran. Merci pour cette invitation. L'importance du soutien des parents, oui, c'est primordial. Ce sont, on le sait, les premiers prescripteurs d'orientation, mais ils ne sont malheureusement pas parfois au courant des formations. Ils sont également sujets à des stéréotypes induits, et donc on doit leur permettre d'avoir accès à l'information, leur permettre d'être également apprenants, leur suggérer d'être très ouverts parce que les parents, ce sont les premiers rôles modèles. On n'arrête pas de parler des rôles modèles et on le sait, c'est nécessaire. Et auprès des filles encore plus. Donc les parents, chez nous également, chez Elle Bouge, ce sont nos marraines. Ce sont des tierces personnes en fait qui arrivent dans le chemin et le choix de l'orientation des jeunes filles. Et ces marraines, on en a 7000 aujourd'hui qui sont chacune d'entre elles à leur niveau un rôle modèle, permettent de ne pas avoir d'enjeux familiaux lorsqu'on peut imaginer les barrages qui peut y avoir entre un enfant et son parent. Et donc les marraines qui peuvent être elles-mêmes parents sont des accompagnateurs sur le choix de l'orientation des jeunes filles et sur tous les métiers autour de la tech et des STEM. Chloé Hermary, de votre côté, en tant que fondatrice et CEO d'Ada Tech School, est-ce que vous réfléchissez à des clés, j'imagine que vous en avez, très concrètes? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce qui fonctionne pour amener des filles dans ces formations et ces métiers? Oui. Déjà, je pense que si on manque de personnes formées aujourd'hui à la tech, c'est qu'on arrive. Alors, on a encore un petit problème de son et je vous prie de bien vouloir nous excuser. Oui, c'est juste, on aurait bien aimé pouvoir être tous ensemble, comme avant, et se rencontrer. Moi, j'aurais bien aimé, en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots pour voir si ça fonctionne? Je dis quelques mots. Eh bien, je suis désolée parce que ça ne fonctionne pas. Donc, on garde la question des clés concrètes que vous avez à nous proposer. On vient vers vous dans quelques secondes. Je reviens vers Amel Kefif sur les formations. En fait, est-ce qu'elles sont assez diverses? Est-ce qu'il faut les diversifier de ces métiers de la tech qui sont aussi beaucoup plus pluriels qu'on peut parfois s'imaginer?
Oui, alors les diversifier certainement, mais elles sont déjà très diversifiées. Mais aujourd'hui, elles manquent de visibilité. On sait que dès le lycée, il y a des formations vers les sciences qui existent et qui sont parfois seulement connues des garçons. Donc, il faut absolument les dégenrer dès le lycée, voire même dès le collège. Le parcours d'orientation est nécessaire. Et ensuite, on a les formations à tous les niveaux des métiers d'ingénierie numérique, informatique, mais d'ingénierie au sens large. Et il y a aussi toutes les formations dans les métiers de la tech, de bac pro à bac plus 5. Chez Elle Bouge, on souhaite vraiment valoriser toutes les orientations académiques et valorisantes et professionnalisantes, pardon. Et tous les métiers de la tech aujourd'hui se retrouvent également dans les métiers autour de la stratégie digitale, de la gestion du web, des réseaux sociaux et notamment dans la communication. Il y en a pour toutes les appétences à tous les niveaux, mais il faut vraiment pouvoir pousser l'information, l'orientation, aller dans les établissements scolaires pour pouvoir illustrer en fait les formations et susciter les futures vocations des collégiennes et des lycéennes, et même avec un niveau ou une formation littéraire, l'accès au département tech dans toutes les sociétés est possible. Ah, ça, il faudrait l'afficher devant les établissements, surtout à l'heure où les salons d'orientation qui remportent un grand succès habituellement ne peuvent pas se tenir, évidemment. Donc, ça complique un peu les choses, mais on est là aussi pour en parler aujourd'hui. Il y a plein d'initiatives. Claire, Marie, alors est-ce qu'on vous entend? On me dit que oui, j'espère. Les écouteurs, est-ce que vous m'entendez? Pas génial, mais on va voir, on va faire quelques réglages. Vous me dites. Allez-y, parlez-nous sur ce que vous faites dans votre école. Est-ce que vous voulez du coup que je reprenne sur les points de solution? Oui, complètement. Et puis, si vous voulez après rebondir sur ce qui a été dit, on vous écoute. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut remonter de toute manière à qui on s'adresse. Et je pense que c'est ce que Stress Academia fait très bien, c'est aux besoins des étudiants et des étudiantes. Et qui dit besoin des étudiants et des étudiantes, on va s'adresser en fait à des profils divers et variés. Et je pense que c'est ce qui a été très mis en valeur dans cet événement. Il y a énormément de formations différentes avec énormément d'offres différentes. L'idée, c'est de pouvoir avoir des formations en termes d'expérience d'apprentissage, en termes de format, en termes de bouquet de compétences qui puissent adresser des profils divers et variés pour aller justement créer cette diversité dans les profils. Nous, ce qu'on s'est dit, c'était que on voulait construire justement la formation by design dès sa conception. Donc, Adatech School, ça a été créé en octobre 2019 pour aller justement répondre à la problématique des freins des femmes à aller s'orienter dans la tech, qui sont, comme Sophie le soulignait, des freins de représentation, mais aussi, une fois à l'intérieur, des freins de mise en confiance. Et donc, on a beaucoup travaillé sur la pédagogie et l'approche du code pour aller casser en fait ce sentiment d'illégitimité qu'on peut avoir. L'idée, c'est vraiment de créer un environnement d'apprentissage dans lequel en fait les femmes se sentent légitimes à leur place, parce que voilà, le but c'est qu'on y oriente et puis après qu'on y reste. Nous, une de nos visions de la tech, et c'est comme ça qu'à la fois on communique comme on l'apprend dans notre formation, c'est qu'effectivement en fait le code est un outil extrêmement sociable, contrairement à ce qu'on peut penser et aux clichés que Sophie aussi mentionnait. C'est que en fait, pour être un bon ou une bonne codeuse, on va passer beaucoup plus de temps à documenter son code, à relire ceux des autres. On va devoir penser en fait à la matière qui est le code qu'on va laisser à ses collègues développeurs ou développeuses. Et donc du coup, il y a un vrai travail d'empathie et de sociabilisation à faire. Et on travaille énormément à la fois sur la communication sur ces métiers-là et comment on présente ces métiers-là pour casser les codes, mais ensuite aussi comment on va les apprendre et comment en fait on va apprendre du coup ces bons comportements de développeurs et développeuses. Parce que selon moi, ces clichés autour le code c'est solitaire, on parle à personne, c'est de la technique pour la pure technique, en fait d'ailleurs on tape des lignes de code sans se soucier pour qui ça va faire, c'est non seulement préjudiciable pour la diversité et les personnes qui se reconnaissent dans ce secteur-là, mais c'est en plus préjudiciable pour la qualité des projets techniques, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire une tech qui change le monde pour le mal, en fait, on veut faire une tech for good, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on met en lumière sur
prenez aussi la tech pour être le changement que vous voulez dans le monde. On est quand même face à une génération qui a envie de s'engager, d'avoir de l'impact environnementalement, sociétalement. En fait, le code, la tech, c'est le meilleur outil aujourd'hui pour avoir cette influence. Ça, évidemment, c'est ce que défendent les écoles et les promoteurs de la tech. Il y a quand même cette idée de culture d'entreprise, on a, et de culture aussi de métier. On en a parlé et je voudrais qu'on y revienne parce que finalement, ça doit faire partie des clés, essayer d'être rassurant sur l'ambiance dans laquelle on va travailler, mais aussi étudier, Sophie Viger, une ambiance qui ne serait pas oppressante pour les filles, où il n'y aurait pas de comportement déplacé. On en parle beaucoup aujourd'hui en ce qui concerne le journalisme sportif. Est-ce que ça veut dire aussi que ce discours, il faut avoir le courage de le tenir et puis de l'appliquer? Mais c'est très important, vous avez tout à fait raison et puis il ne faut pas se voiler la face. C'est une situation qu'on retrouve souvent quand on est dans une situation où il y a une minorité, malheureusement une majorité, et que le cadre n'est pas là pour faire son travail de cadre. Le cadre, c'est justement à lui et l'organisation de veiller à ce que tout le monde se trouve dans une situation épanouissante et agréable. Donc évidemment, à 42, on a drastiquement changé la donne, puisque on est passé, alors évidemment aussi le fait de ne plus être en minorité, ça change les choses. Mais déjà, le fait que 42, c'est gratuit, c'est sans condition de diplôme, c'est sans condition d'âge. Donc déjà, ça aide énormément pour l'ouverture. Il y a une très grande diversité à 42. On a autant des personnes qui font Centrale et les mines ou qui ont fait, et des personnes qui ont arrêté l'école et sont sorties du système scolaire en 4e. Il y a de tous les âges, il y a de toutes les religions, il y a de toutes les couleurs. Il y a vraiment, c'est extrêmement, extrêmement divers. Et le dernier bastion qui restait était en effet la mixité. Et vous avez tout à fait raison de dire que malheureusement, notamment dans les entreprises, le taux d'attrition, c'est-à-dire le nombre de personnes qui partent dans les entreprises chez les femmes, dans le développement, est beaucoup plus important, donc chez les femmes, pardon, que chez les hommes. Et la principale raison viendrait malheureusement du sexisme ambiant et des blagues ambiantes. Donc à 42, on a été tout à fait drastique. On a mis en place énormément de mesures qui nous ont permis de passer de, quand je suis arrivée, il y avait 14% de femmes, ce qui était déjà pas mal. Et là, sur la dernière sélection, on a eu 46% de femmes, ce qui est vraiment énorme. Et on est une des premières formations avec ce volume-là et de formation en informatique, formation supérieure, qui soit aussi féminisée. Et on en est très fiers et très contents. Et c'est une très bonne chose, à la fois évidemment pour les femmes, mais aussi juste pour 42, parce que ça nous permet de rester innovants et performants. Et comme vous le disiez, c'est très important de veiller à ce que les femmes se sentent absolument bien accueillies, qu'elles ne soient jamais victimes de sexisme. Donc nous, on a mis tout en place un système qui permettait en fait tout simplement, s'il y avait la moindre, si quelqu'un était victime ou témoin de sexisme, mais aussi d'homophobie, de racisme, de quoi que ce soit, on a derrière des process et des sanctions qui sont mis en place. Mais ça a été très très simple. Vraiment pour de vrai, il y a vraiment un état d'esprit extrêmement solidaire et d'entraide à 42. Mais au moins, on était sûr et on indiquait que le cadre permettait, que c'est à nous de faire en sorte que ce soit parfaitement respecté, y compris sur les messageries. Alors c'est vrai qu'il y avait encore à un moment donné des blagues qui pouvaient être un petit peu sur le fil. On a mis stop à tout ça. Il n'y a pas de blague sur le fil ou quoi que ce soit. C'est hors de question. Parce qu'il y a une petite blague, puis après une petite blague, et puis après, en fait, c'est cet ensemble-là qui va faire que l'ambiance est nauséabonde ou très désagréable. C'est pas une petite, c'est l'accumulation qui est insupportable. Donc, il faut faire très attention à tout ça et il faut absolument permettre aux femmes. Bon, on a fait plein de choses qui sont rien, mais vous voyez, c'est tout bête, mais dans une école, on a des toilettes pour des filles avec des serviettes et des tampons hygiéniques gratuits. On a des sèche-cheveux à la sortie, mais c'est rien, mais c'est juste des moyens de dire aux femmes, vous êtes chez vous, vous êtes là, vous avez votre place. Voilà. Donc oui, c'est important, il faut faire attention à ça. Qui touche de près les écoles, on connaît les affaires Sciences Po, les affaires aussi dans des écoles de commerce, donc l'enseignement supérieur doit faire sa prise de conscience, on l'entend avec vous, ça a commencé à 42 et tant mieux. J'ai 2 questions, mais je vais les faire se rejoindre, celle d'Aziz et de Valérie qui nous demandent quelles sont les qualités appréciées dans les métiers de la tech, et Aziz précise, est-ce qu'il faut être créatif ou créative pour travailler dans la tech? Chloé?
Ouais, je pense qu'absolument. En fait, il y a quelque chose d'assez similaire au processus créatif quand on code. C'est-à-dire que déjà, alors c'est dans les entreprises, c'est plus rare, mais en tout cas, quand on commence à apprendre, on va partir d'une page blanche, en fait. Donc, on a ce vrai syndrome de la page blanche que peuvent avoir tous les artistes qui commencent une œuvre. Ensuite, on va avoir aussi ce travail, en fait, du geste. Donc, au début, on va travailler sur des petites parties de variables, de boucles, etc. Comme en fait un dessinateur peut avoir sur un geste de dessiner des courbes et des courbes. Et puis après, il faut avoir, une fois qu'on a pratiqué son geste et sa technique, ce qui prend du temps et de la persévérance, hein, il faut avoir de la persévérance, et bien en fait, on va pouvoir commencer à avoir une vision plus globale, plus haut niveau et construire une œuvre, donc un programme, un produit fini, avec du coup quelque chose d'assez, une approche qui est assez similaire aussi même à de l'architecture en fait, petit bout par petit bout, on va commencer à constituer un programme qui soit complet. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui sont assez similaires. Et il faut pas se dire je suis créatif, je suis pas créatif, c'est souvent des trucs qu'on se dit, mais c'est peut-être que vous avez eu des processus où vous avez fait du dessin et peut-être que vous allez retrouver une certaine manière dans la façon de pratiquer, d'apprendre, de se perfectionner aussi. On n'a jamais tout appris dans la programmation et c'est ça qui est passionnant. Et vous allez pouvoir en fait continuer à vous perfectionner, à travailler votre art, à y exprimer aussi votre individualité. En fait, de résoudre un problème, il y a autant de manières qu'il y a de personnes. Et donc, du coup, vous allez pouvoir aussi coder en fait à votre manière, avec votre style. Et c'est ça aussi qui est génial. Donc, je pense qu'il y a autant d'avantages au code qu'il y a à pratiquer la création. Et il y a aussi des choses qu'on va apprendre dans le rapport à l'apprentissage et dans le rapport à la pratique de la programmation qui sont également similaires. La logique est une partie de la programmation qui est une partie importante, mais finalement, le fond de la démarche est plus une démarche artistique. Amel Kessif, même question sur les qualités et puis l'image qu'on a de ces qualités. La créativité, c'est vu comme quelque chose d'assez partagé, mais joindre créativité, technique et technologie, c'est un bastion peut-être à conquérir pour davantage de filles et de femmes. Ça se joue aussi sur ce genre d'image. C'est une clé pour vous? Alors, c'est une clé et c'est une action chez Elle Bouge. On a bien compris qu'il fallait donner l'autorisation, pouvoir permettre aux jeunes filles de s'autoriser à aller dans ces diverses filières, de leur démontrer qu'on fait appel à leur féminité, à leur créativité, que tout est possible. Par exemple, chez Elle Bouge, on a créé le challenge Innovatech, qui est un challenge interrégional. Où donc c'est un challenge intergénérationnel avec des équipes formées de 2 marraines, donc dans les métiers de la STEM, 2 étudiantes et 2 lycéennes qui en une journée vont passer en mode hackathon pour créer un projet autour, alors cette année de l'industrie du futur, c'est la thématique. Elles vont utiliser les objets connectés, elles vont créer vraiment un projet, le pitcher devant un jury et espérer être l'équipe gagnante pour la finale Innovatech. On a également créé par exemple une grande journée nationale qui s'appelle Elle Bouge pour le numérique. Où on a organisé une journée dans 10 régions en simultané, où par exemple des sociétés spécialisées dans le numérique comme Google par exemple vont ouvrir leurs portes pour recevoir des marraines de plusieurs entreprises, des écoles d'ingénieurs, des collégiennes, des lycéennes pour des visites de sites, pour faire des expériences, pour initier les jeunes filles à la technologie. On vient en fait ici vulgariser les différentes technologies avec nos marraines. Et tout ça, en une journée, on voit l'impact que ça a auprès alors c'était jusqu'à 2000 collégiennes et lycéennes qui ont été touchées. À l'arrivée, on avait fait un sondage. 20% d'entre elles n'avaient 80% n'avaient aucune idée de ce qu'étaient les métiers dans la tech, de ce qu'on pouvait leur demander, de ce que ça signifiait. À la sortie de cette journée, l'impact a été très puissant puisque 80% de ces collégiennes et lycéennes disaient avoir une connaissance de ce secteur et 50% d'entre elles avoir éventuellement une appétence professionnelle pour ce secteur. Donc en une journée, on casse les codes, on casse les stéréotypes, on suscite des vocations intégrées, autorisées et qui émancipent les jeunes filles.
Merci beaucoup de terminer par ce très beau mot d'émancipation, Amel Kefif. Merci à toutes les trois, Chloé Hermary et Sophie Vigée, pour ce partage de réflexion et d'expérience. On passe tout de suite au mot de la fin avec les représentants des entreprises partenaires. Alors, j'attendais un petit jingle, mais peut-être c'est pas grave. On va se dire quelques mots de conclusion. On commence avec vous, Olivier Laouché. D'abord, repréciser la date du lancement de l'application et puis tout simplement, et en quelques mots, quelles idées fortes vous retenez de ce moment, de ce qui a été dit pendant 7h30, peut-être 1h, 3/4 à peu près. Alors, d'abord, je voudrais dire qu'il y a le PDG de Google et d'Apple qui nous ont appelés pendant la session pour nous dire qu'a priori, le 5 avril, ça devrait être bon. Voilà, en fait, ça dépend beaucoup d'eux, puisque vous savez qu'il faut donner des… 5 avril. Non, mais on une info pendant le temps. Je n'avais pas la date au début, exact. Donc, bravo, parce que sans la qualité, l'impact des interventions qu'on a eues pendant cette session, je pense qu'on n'aurait pas pu confirmer cette date aussi rapidement. Mais non, c'est vrai? C'est incroyable. Ah. En tous les cas, un énorme merci à tous les gens qui se sont mobilisés, qu'on a vus à l'antenne aujourd'hui, sur les antennes, mais également à tous ceux qui ont travaillé un petit peu dans l'ombre, Violette, Camille, Marie, enfin bref, je ne vais pas toutes les citer parce qu'on a beaucoup dans nos équipes, chez Mastercard, chez Crédit Mutuel Arkea. C'est un combat qu'on commence aujourd'hui. On l'a vu, on n'est pas les seuls, hein, je crois qu'on est tous unis dans cette vision et dans cette passion et ces actions. C'est une action de long terme, donc on va être présent avec toute la puissance du groupe, avec toutes nos convictions. Et si quelqu'un encore aujourd'hui doutait, je pense que les arguments qui ont été partagés sont tellement forts que quoi qu'il arrive, on se rend compte que c'est bien pour les jeunes filles, c'est bien pour tout le monde, et donc on a tous intérêt à se mobiliser pour faire réussir ce programme Take the Power. Véronique Crozier, votre mot de la fin, vos conclusions, ce que vous avez envie de nous dire et de retenir de ce moment. Oui, je voudrais déjà remercier tous les participants. Moi, je suis toujours très admirative des actions qui sont portées sur ces enjeux-là. Je crois que ce qu'on a entendu aujourd'hui, je crois qu'on l'a bien compris, les stéréotypes sont très présents, des stéréotypes plutôt négatifs à l'attention des jeunes filles et sont véhiculés par la société, par les parents aussi, finalement, qu'il faut aider parce qu'ils connaissent encore peu ces métiers. Ils agissent ces stéréotypes dès le plus jeune âge, d'où l'intérêt, c'est ce que veut faire Take the Power, agir vraiment au moment où les collégiennes commencent à se projeter et à faire leur choix d'orientation. Ce qu'on a compris également, Diana le disait, c'est qu'on est encore dans une société qui favorise la compétition, donc qui n'encourage pas et qui ne donne pas forcément envie, notamment dans ce domaine, aux jeunes filles d'aller se battre parce qu'elles n'ont pas les bonnes représentations. Donc la note sympathique, moi, qui m'a bien plu, c'est que finalement, on soit tous unis, qu'on s'unisse tous aussi pour créer des stéréotypes beaucoup plus positifs qui vont montrer aux jeunes filles qu'elles ont toute leur place à prendre dans des métiers où on parle plus de créativité que de logique. J'ai beaucoup aimé cet angle-là. Ce sont des métiers qualifiés, bien rémunérés et qui en plus sont un puissant levier, donc la tech, Tech for Good, pour créer une société beaucoup plus inclusive et œuvrer pour l'émancipation des femmes en leur permettant d'être sur les métiers de demain qui sont qualifiés et qui sont bien rémunérés. Voilà, donc merci à tout le monde pour ce message très positif et puis surtout, n'oubliez pas, parler très fort de Take the Power. On passe à vous, Solveig Honoré-Hatton, et finalement, c'est vous qui allez conclure tout ce moment. Qu'en retenez-vous, on l'a dit, des métiers bien rémunérés au service de projets aussi à vocation sociale, à vocation d'ouverture et d'égalité. Je crois que c'est important. Vous, sur quel mot aimeriez-vous terminer ? Ce qui me frappe déjà, c'est que le nombre d'initiatives sur le même sujet, c'est juste extraordinaire. Ce que je trouve génial, c'est que finalement, on contribue tous à un monde meilleur. C'est vraiment ce qui nous fait
nous lever le matin avec ce programme Take the Power et toutes les initiatives qu'on a entendues aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment l'impression, et c'est hyper motivant, on se lève le matin, on se dit, on va participer finalement à la construction du monde de demain et à faire en sorte que ce monde il soit meilleur que celui d'aujourd'hui. Puisque d'avoir plus de femmes finalement dans ces métiers, on l'a redit, du numérique, qui sont exponentiels aujourd'hui et qui sont hyper variés, hyper divers. Il n'y a pas que le métier de développeur et de codeur dans les métiers du numérique. Il y a une diversité incroyable. Donc finalement, la tech, c'est pour tous. Et j'ai beaucoup aimé cette notion en effet d'épanouissement. On peut vraiment s'épanouir dans les métiers de la tech parce qu'il y a énormément de métiers différents et ils font vraiment appel à des compétences de créativité, d'art, enfin toutes les métaphores qui ont été apportées par les différents intervenants aujourd'hui sont hyper parlantes. C'est-à-dire qu'on peut vraiment s'épanouir dans ces métiers-là et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Et donc, je suis hyper fière qu'on lance ce programme-là avec nos partenaires. Hyper fière aussi d'imaginer l'impact que ça peut avoir en France. Encore une fois, c'est une pierre à l'édifice, c'est une pièce du puzzle. On n'est pas tout seul, on a besoin de tout le monde, on a besoin des ministères, on a besoin des entreprises, on a besoin des parents, on a besoin des écoles pour pouvoir tous participer à cet effort collectif d'apporter ce monde meilleur. Donc, c'est hyper motivant de se lever le matin avec cette ambition. Et un grand merci à tous les participants et à tous les collaborateurs qui ont depuis 1 an travaillé à ce projet qui va enfin naître en avril, le 5 avril, comme disait Olivier. Et donc, on le relaiera avec passion et enthousiasme. Et on ira voir cette application. Merci beaucoup à tous les 3. Merci à tous les intervenants de cette matinée. Merci pour vos réflexions, pour vos éléments d'information et cette inspiration qu'on peut tous cultiver sur ce que ça peut être l'égalité dans le monde de demain. Ça concerne tous les métiers, mais en particulier ce qui nous intéresse aujourd'hui, les métiers de la tech. J'ai personnellement appris pas mal de choses, donc j'irai voir aussi l'application Rendez-vous donc sur Trace Academia, sur l'application Tech the Power, le 5 avril. Bonne journée.